Salut à tous et bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur Acropolis. Nous sommes le 20 mars 2019, il est 14h30 et vous regardez les QAG, les questions d'actualité au gouvernement. Nous allons pouvoir commenter ensemble la séance de questions d'actualité au gouvernement. C'est quoi? C'est 15 députés, peut-être 16, peut-être 15, plutôt 15 a priori, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu... l'essai c'était il n'y a pas très longtemps. 15 députés qui posent des questions à notre gouvernement, et notre gouvernement qui y répond ou qui dodge, parce qu'il s'en bat les Couille. reins. Écoute, nous ne sommes pas sur le même niveau de vocabulaire. Comment vas-tu, ma chère Régie? Mais écoute, très bien, je suis très content de te voir. Eh bien, de même, de même, de même. En même temps, je ne vais pas dire, moi, ça m'emmerde de te voir. Je suis Oh, écoute, vraiment... ça me fait chier. Ah ouais, vraiment l'enfer, je préférerais ne pas être là et je t'emmerde et je C'est me vrai. casse. Allez, bisous. Bon, comment vous allez le chat? Salut à tous. Salut Ecladus, salut Samy XXY, salut The Tavman, MacGanja, Fali Dufos, Aileen, Kidaz. Combien vous êtes? Vous êtes 25? Vous êtes 25, on est en... Non, après, c'est pas C'est forcément les l'intimité. bonnes stats. Quoi? Ils sont pas forcément mises à jour dans l'immédiat. Là, on est 26. Donc Ah, attention. Attention, c'est c'est pas la même chose. plus Ce l'intimité. n'est pas la même chose. C'est plus... Bonjour, vous connaissez l'UPR? Alors, fun fact, j'ai réalisé que je ne savais pas ce que ça voulait dire UPR. J'ai réalisé ça tout à l'heure. C'est Union populaire républicaine. T'es sûr? Ah oui, effectivement. Non, Union populaire républicaine, c'est un ancien parti alsacien. Non, non, pardon, c'est pas du tout. C'est Union pour la République, je crois. Ah non, t'as raison, Union populaire Non, républicaine. oui, c'est ça, c'est Union populaire. Ouais. Mais oui, je ne savais pas. J'ai vérifié il y a quelques jours aussi. J'ai toujours trouvé ça un peu prétentieux, les partis qui mettent populaire dans leur nom. Bah, c'est comme les Républicains qui mettent républicain dans leur nom, mais Oui, mais je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque où ils avaient choisi enfin, où le RPR changeait de nom pour l'UMP. Euh, Ils ne savaient pas comment se nommer. Et enfin, ils ont choisi UMP et à la base UMP ça voulait dire Union pour la majorité présidentielle et ils ont très vite changé de nom pour Union pour un mouvement populaire parce qu'ils ont réalisé que ils auraient l'air cons le jour où ils perdraient la majorité présidentielle et que du coup valait peut-être mieux prévoir le coup en avant que de devoir changer de nom le jour où tu aurais l'air idiot quoi. Euh, voilà, on parle nom de parti. Est-ce que vous connaissez des noms de parti? Voilà. d'accord. On est Yes. sur une grande. On est sur un grand stream de qualité. Euh... C'était en quelle année l'époque du changement RPR EMP? 2002, Bon bah j'étais né dans ce cas-là. 2003. Je vous laisse chercher. 2000. Mais chasse, pêche, nature et tradition, CPNT, c'est vieux ça, CPNT, Charles Maurice. Salut Charles Maurice. La régie n'était pas née à l'époque du changement RPR-UMP. Oh si, je pense quand même. Si. Si, je pense. J'étais pas très âgé, mais j'étais né quand même. Oui. Connaissez-vous la Banque des règlements internationaux située à Bâle en Suisse? Oui, Maganja. Tout le monde connaît la Banque des règlements internationaux. Comme tu le dis, on ne peut pas vraiment dire que c'est la Banque des banques centrales. C'est la banque c'est l'organisme qui s'assure que les banques centrales puissent échanger de manière fluide entre elles leurs devises. Ce qui n'est pas exactement la même chose que de dire que c'est la banque centrale des banques centrales, parce que le boulot d'une banque centrale, c'est de fixer les taux d'intérêt directeurs et éventuellement la quantité de monnaie en circulation dans l'économie, ce qui n'est pas le rôle de la Banque des règlements internationaux, comme son nom l'indique, puisque son nom c'est d'aider aux règlements internationaux. Voilà, 2002, j'étais pas très âgé. Ah non, 2002, je bossais déjà. Tu es Désolé. si vieux, Charles Maurice. Est-ce qu'on va parler du vote à 6h du mat pour ADP? Écoute Yami, je t'invite à revoir les 15 premières minutes de l'émission d'hier où on en a parlé en long, en large et en travers et où j'ai expliqué pourquoi se scandaliser de ce vote, c'est ne pas comprendre comment fonctionne l'Assemblée nationale, simplement parce que c'est très classique, c'est le vote en nouvelle lecture, donc c'est-à-dire que c'est l'avant-dernier vote en l'occurrence, que donc c'est une étape intermédiaire, que quand on sera à la lecture définitive à l'Assemblée nationale, je suis prêt à parier ce que vous voulez. Je parie un verre à tout le chat. Vous êtes combien? 55? Ça fait quand même de l'argent. Je parie un verre, une bière à tout le chat. Qu'il y aura au moins plus de 450 députés. Je vais me donner un peu de marge dans l'Assemblée nationale le jour du vote en lecture définitive.
Parce Euh, que moi, ça me paraît logique. C'est vrai que ça paraît surprenant de voir ce chiffre-là, mais tu te dis quand tu votes un truc aussi important, mais ça arrive tu à toutes les, viens quoi en fait. ça arrive à toutes les lois en fait, comme c'est des étapes intermédiaires, Ouais. c'est ce que Mais j'ai pour moi, expliqué hier. c'est pas assez logique que c'était pas la décision finale Ouais, bien qui sûr, était prise à bien 6 heures du sûr. matin parce qu'ils savent très bien qu'à cette heure-là. Bien sûr. Et surtout, j'ai vu des gens dire ouais, ça a été fait en catimini, c'est de la faute du gouvernement, etc. Alors oui, on peut mettre sur le dos du gouvernement le fait d'avoir choisi, je crois que c'était un vendredi soir, samedi matin, donc effectivement une période où la plupart des députés sont en circonscription, donc ça, à la limite, on peut leur reprocher. Néanmoins, tous les groupes politiques sont au courant de l'agenda puisqu'il est déterminé en conférence des présidents. Et donc l'agenda, je veux dire, c'est pas fait en catimini, c'est pas au dernier moment, ils ont dit ah on va le faire maintenant parce que personne n'est là, yes, ah, on va tous les baiser. Non, la France insoumise, le PS, les Républicains, qui a d'autres, le MoDem, l'UDI, etc. Ils étaient tous au courant de la date du vote. S'ils avaient, enfin, ils auraient pu dire à leurs députés, vous n'allez pas en circo, vous êtes là pour le vote, et voilà. Si personne s'en offusque, c'est parce que c'est le fonctionnement normal enfin normal, fonctionnement classique de l'Assemblée nationale. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une critique à faire sur le fait qu'ils sont encore en train de bosser à 6 heures du mat, et que du coup ça doit nécessairement, enfin probablement impacter la qualité de la loi? Ça, c'est une critique qui peut tout à fait s'entendre, mais qui est une critique différente de ah ils ont voté la loi qu'à 45, c'est tous des branleurs, ils foutent rien. Non, c'est juste que enfin, je veux dire, si vous avez participé à une, merde, 1, 2, 3, à une association, si dans votre association, avant d'arriver à une décision, il y avait 15 AG, forcément, je suis sûr que vous en rateriez quelques-unes, quoi. Et je suis sûr que tout le monde serait très vite fatigué et que tout le monde n'arriverait qu'à la dernière. Voilà. Donc, du coup, c'était plus le fait de taffer toute la nuit qui me choque. Ça, c'est une critique tout à fait pertinente, Yamiche, en tout cas à mon sens. C'est un truc qui peut s'entendre complètement. Euh, Effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent que les sessions, c'est pas des sessions, mais les journées de l'Assemblée nationale ne devraient pas être aussi longues, parce qu'effectivement, quand tu es à 4 heures du mat à rédiger des amendements, enfin à voter des amendements, pas sûr que tu aies tout ton cerveau et pas sûr que la qualité de la loi suive derrière. Ça, c'est une critique par contre qui s'entend complètement. En face, mais un insecte qui ressemble à une branche. Yes, alors je vous ai perdu là le chat. Non, parce que quelqu'un a dit que tu ressemblais à que t'avais un corps de face. Du coup, je l'ai banni. Et du coup, je l'ai unban en fait. Parce qu'il avait raison, mais. Je ressemble à une branche. J'entends un truc bizarre d'ailleurs. Non, je suis pâle, ça je veux bien l'entendre, mais. Non, mais je pense qu'il insinuait que tu étais maigre. Ah, maigre. Non, j'ai mon petit bidon. Mais on parle vraiment de mon physique là. Qu'est-ce que vraiment Ah, t'as posé la question. le niveau du débat en France, waouh. Voilà. S'ils sont 449, je viens. De quoi tu parles, Zotaman? De député? À coup sûr, ça va parler des débordements de samedi. On en a déjà beaucoup parlé hier dans des lions, mais possible que ça revienne aujourd'hui, effectivement. J'étais CM pour un Meuporg en 2002, j'étais un jeune geek débile, donc j'aurais pu regarder Acropolis déjà. Oui, mais en 2002, Acropolis n'existait pas encore. Mais tu aurais pu regarder LCP. Il y a intérêt qu'on parle de l'arnaque d'Aéroport de Paris. Oui, mais alors par exemple, sur Aéroport de Paris, moi j'ai envie de vous lancer sur un sujet intéressant. Il y a Aéroport de Paris qui va effectivement, enfin, qui est parti pour être privatisé, en effet. Mais il y a une autre entreprise qui va être privatisée. Et à titre tout à fait personnel, mais je vous demande votre avis sur ce sujet, moi je trouve extrêmement dommageable qu'on ne parle pas de la privatisation de l'autre entreprise. Alors, question déjà, est-ce que vous savez quelle est l'autre entreprise que j'évoque? C'est ma première question. L'Auvergnat-Trello a déjà répondu, plus rapide que l'éclair, c'est Lucky Luke de l'Auvergne. La Française des Jeux, effectivement, la Française des Jeux va être autorisée à la privatisation, plutôt, dans la loi. Et je trouve que ça pose des questions qui sont, j'allais dire autrement, plus graves. Différemment, qui sont très graves, mais qui sont d'un ordre complètement différent d'Aéroport de Paris. Pourquoi? Aéroport de Paris, la critique qui est faite sur Aéroport de Paris, c'est que c'est une entreprise stratégique pour la capitale, pour la France, parce que ça gère des aéroports et des terrains fonciers gigantesques. C'est aussi un peu ça l'enjeu autour d'Aéroport de Paris. Parce que c'est une entreprise qui gagne du blé, qui a priori est partie pour continuer à gagner du blé parce que le tourisme ça roule bien, etc. etc. La Française des Jeux, c'est un débat complètement différent. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui dispose de ce qu'on appelle un monopole naturel. Un monopole naturel, c'est quand la structure du marché est telle qu'il y a peu de chances qu'il y ait des concurrents qui émergent.
En l'occurrence, là, c'est dû à un fait, c'est parce que la Française des Jeux dispose d'un monopole qui est défini par la loi. C'est-à-dire que la loi dit qu'il n'y a que la Française des Jeux qui peut faire des jeux à gratter et tout ce que fait la Française des Jeux. Donc elle dispose d'un monopole naturel qui lui est attribué par la loi. Donc je ne sais pas si on peut vraiment dire un monopole naturel. Bref, on s'en fout. Ça me permettait de caler le mot monopole naturel. Vous irez chercher sur Google. Pour autant que je sache, si ça n'a pas changé, la Française des Jeux continuera à conserver ce monopole. C'est-à-dire que la loi ne change pas sur le fait que la Française des Jeux restera la seule entreprise qui peut avoir des activités de jeu comme elle en a. Néanmoins, alors attends. Bon, justement, il n'y a plus de monopole naturel depuis la libération des jeux d'argent en ligne. Oui, mais c'est pas la même chose, parce que là, la Française des Jeux, c'est pas que les jeux d'argent en ligne. Mais ça pose une vraie question qui est que... alors déjà, ça pose une vraie question qui est que jusqu'à maintenant, c'est l'État qui opérait la Française des Jeux. C'est l'État qui opère une loterie, d'une certaine manière. Parce que c'est rien d'autre que ça, la Française des Jeux. C'est plein de loteries, mais c'est de la loterie. C'est des jeux d'argent, c'est des jeux de hasard. La question qui se pose, c'est que maintenant, ça va être privatisé. C'est-à-dire que ça va être mis dans les mains d'une entreprise, d'un groupement privé, qui a des intérêts pas forcément alignés avec ceux de l'État. Pourquoi? Parce que l'argent de la Française des Jeux allait en partie, je crois, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble, allait en partie dans les comptes de l'État, et ça servait à ça. Et donc on peut à la limite argumenter, il y a des gens qui trouvent que c'est un argument limite, chacun en pense ce qu'il veut, mais on peut à la limite argumenter que quand c'est le cas, c'est de l'argent que les gens dépensent pour acheter des jeux, au moins ça va financer d'autres choses, de bonnes œuvres, je sais pas, des autoroutes, des écoles, etc. etc. Une fois la Française des Jeux privatisée, quid? Il n'y a plus vraiment ce truc-là. Et en plus de ça, une entreprise a clairement intérêt, une entreprise qui a intérêt à ce que son business fonctionne. En l'occurrence, si son business, c'est de faire en sorte que des gens jouent, elle a intérêt à ce que des gens jouent à ces jeux d'argent, des jeux de hasard. Et évidemment, il y a un truc qui est un phénomène bien connu, qui est que tous les gens qui ont touché au stade de près ou de loin, aux statistiques, aux mathématiques, etc., savent comment on appelle les jeux d'argent. Les jeux d'argent, on appelle ça une taxe sur la pauvreté ou une taxe sur l'ignorance mathématique. Pourquoi? Parce que l'espérance de gain, pour que la Française des Jeux gagne de l'argent avec ces jeux d'argent, il faut que ce qu'on appelle l'espérance de gain, c'est-à-dire en gros la moyenne d'argent que vont gagner les gens qui jouent à ces jeux, soit négative. C'est-à-dire que du point de vue de la Française des Jeux, cette moyenne soit positive. C'est-à-dire que du point de vue de la Française des Jeux, la Française des Jeux va gagner plus, va récupérer plus d'argent qu'elle n'en donne, qu'elle n'en distribue en lot sur les tickets à gratter, etc. Du coup, une entreprise qui a ça en main, elle a intérêt à gagner. Enfin, l'objectif d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent quand même, c'est de faire du profit. Et donc, ça pose une question qui est que on a un business qui impacte disproportionnellement, je ne sais pas si le mot est français, mais de manière bien plus que proportionnelle, énormément les pauvres, hein, disons-le, les gens qui ont peu de revenus. Et on va mettre ça dans les mains d'une entreprise qui a tout intérêt à faire en sorte de réussir à vendre de plus en plus de tickets à gratter, de jeux d'argent, etc. Et ça pose une vraie question. Est-ce que déjà, s'il y a un monopole sur les jeux d'argent qui est obligatoire du fait de la loi, c'est précisément parce que à l'époque, on estimait ça gênant que des entreprises soient là à inciter des gens à jouer à des jeux d'argent. Est-ce que privatiser la Française des Jeux, c'est pas d'une certaine manière revenir dessus? J'ai un truc très bizarre qui est arrivé sur le son dans mon casque. J'ai changé de voix. Est-ce que il y a une vraie question qui se pose, je trouve, une vraie question de politique publique, de politique de santé aussi, parce que tout l'argent que vous dépensez dans les jeux d'argent, c'est de l'argent que vous n'allez pas dépenser ailleurs, par exemple. Et je trouve dommage que personne ne se soit vraiment saisi de cette question, d'une certaine manière. Voilà. Est-ce que c'est régalien les jeux à gratter? Non, ce n'est pas régalien. Tu valides disproportionnellement. Merci Alcanoïde. En gros, c'est le rétablissement de l'ISF, mais sur les pauvres uniquement cette fois, j'ai bon. Oui et non, parce que tu peux décider de... Enfin, oui, non. Non, non. Formellement, non, c'est pas ça. Tu peux décider de ne pas jouer aux jeux d'argent, mais malheureusement, on sait que c'est ce qui arrive. Ce n'est pas une perte sèche si c'est un plaisir. Ouais, enfin bon. Bancal comme argumentation, je trouve, parce que est-ce que ce plaisir rembourse tes frais de santé, etc., etc. Je sais pas. Y aura-t-il une taxe comme le tabac? Si oui, à peu près quelle proportion? J'en sais rien. En revanche, oui, je sais que sur les jeux d'argent, enfin je crois savoir
que sur les jeux d'argent, il y a, quand tu payes pour 1 € de tickets à gratter ou de jeux d'argent, de machin, je crois que tu as 40 centimes qui partent en taxes. Je crois. Je vous invite à vérifier. Mais voilà. La question morale ou de santé publique a été rendue caduque avec Internet. Si les jeux d'argent ont été libéralisés, c'est avant tout parce qu'Internet permettait de contourner toute forme de législation nationale. Ouais, mais ça, Charles Maurice, c'est ce que tu exprimes là, c'est un point de vue sur le politique d'une certaine manière. C'est un espèce d'aveu d'échec de la part de la loi de dire ah bah du coup si on peut plus contrôler parce qu'Internet existe, et bah du coup YOLO, on s'en fout, on autorise tout. C'est une vraie vision du monde. On la partage ou pas, hein, chacun son avis, mais c'est une vraie vision du monde. Regarde, en ce moment, ils essayent de taxer enfin de mettre en place des dispositifs pour taxer les géants du numérique. Pareil, le discours pourrait être le même là-dessus. Le discours pourrait être de dire ah bah non, ils sont trop gros et dans trop de pays, il suffit d'un pays qui joue au passager clandestin et qui a des taxes très faibles pour que et les géants du numérique installent leur siège là-bas et on peut plus rien faire. Donc du coup, on abandonne la lutte contre les géants du numérique. Ce serait un peu l'équivalent de ce que tu dis. Ou alors, à l'inverse, tu peux essayer de volontariste de trouver des moyens de lutter contre ces trucs-là. Voilà. Oui, Internet est en espace transnational, toute législation nationale est vouée à l'échec dessus, et oui, c'est un problème. Ça s'argumente, ça s'argumente. Je suis pas spécialement d'accord avec toi personnellement, mais ça s'argumente. La taxe des GAFA, c'est raté, je pense encore pour plusieurs années, encore un échec de l'Europe. Le truc, c'est que ces sujets-là, c'est ce que dit Charles Maurice, ces sujets-là, comme effectivement Internet c'est un espace transnational, il faut des consensus très larges. Remarquez, cela dit, par exemple, sur des crypto-monnaies, que à partir du moment où l'Union européenne, les États-Unis, la Chine ont, pas forcément collectivement, mais à peu près en même temps, dit qu'ils allaient commencer à mettre en place des régulations, bah, d'un coup, le Bitcoin s'est effondré, quoi. Donc c'est bien la preuve que il suffit pas, enfin, c'est pas parce qu'il y a qu'un pays qui du coup qui déroge aux règles et du coup ça permet une porte de sortie qu'on peut rien faire. La réalité, c'est que s'il y avait un mouvement transnational aussi sur ces sujets-là, peut-être qu'il y a des choses qui pourraient être faites, quoi. C'est quoi les derniers gros transferts du privé au public? Je sais pas, Lilo, je saurais pas te dire. Seconde Guerre mondiale, il y en a eu beaucoup. D'autant que plus que nous ne sommes pas tous égaux face à l'addiction au jeu d'argent, le pire étant qu'il se gage sur les baleines qui ne sont ni plus ni moins que des gens malades. Effectivement, Gondorgan, l'addiction au jeu, c'est parce que c'est une maladie. Je ne sais pas si c'est une maladie, je ne suis pas médecin, je ne sais même pas ce qui fait qu'une chose est une maladie ou pas. Mais en tout cas, c'est clairement quelque chose qui existe. Et clairement, vous êtes moins touché quand vous avez déjà de l'argent. Parce que et pour un truc qui est pour un phénomène, pour quelque chose qui est assez simple, quand un jeu à gratter vous promet de potentiellement gagner 100 000 euros alors que vous en avez 10 millions en banque, vous en foutez du jeu à gratter. Enfin, je veux dire, vous allez pas, voilà quoi, ça vous vend pas du rêve. Alors qu'évidemment, quand vous en avez zéro en banque, voilà. Ce que je veux dire, c'est que la privatisation de la Française des Jeux est déjà un aveu d'échec. On ne sait pas légiférer en tant que bloc, là où les US et la Chine peuvent le faire. Donc tant qu'on restera le nez sur notre nombril national, on n'arrivera à rien. La France est trop petite dans un monde trop grand. Effectivement. Mais du coup, dans ton message, tu critiques ou t'es pro ou anti-européen là, Charles Maurice? Je ne suis pas. Tu dis que l'Europe est impuissante, mais que la France est trop petite toute seule. Enfin, en filigrane. Après, est-ce que la privatisation de la Française des Jeux est faite comme un aveu d'échec de la part du gouvernement? Je ne sais pas. Mais merci Darkman pour ce 5e mois de resub. Merci, c'est gentil. Wesh wesh les individus. Merci pour ce soutien. Oh, il y a encore l'emoji. Oui, il faut qu'on échange. Je pense que dans 1 an et demi, on dira encore cette phrase, faut qu'on le change. Non, mais j'attends toujours des avis de la communauté, mais il faut qu'on mette ça en marche. Ouais. Faut arrêter de chercher à mettre dans une petite case pro-anti-Europe. Non, mais je veux dire, c'est parce qu'il y a un vrai sujet effectivement sur la capacité de l'Europe à légiférer en bloc. Là où effectivement les États-Unis, par exemple, ou la Chine, la Chine, qui n'est pas évidemment pas du tout le même genre de modèle, mais qui constitue un bloc économique de poids, ou la Russie, le Brésil, etc., d'autres grands ensembles comme ça sont capables de légiférer de manière nettement plus fluide que l'Europe. Vous parliez du Brexit tout à l'heure, par exemple. Il y avait la question, donc vous avez vu que Theresa May va demander un report court jusqu'au 30 juin.
il y avait des rumeurs comme quoi ils réfléchissaient à demander un report long, c'est-à-dire au-delà du 30 juin. Et pour un report long, il fallait que ce soit. D'ailleurs, peut-être que pour le report court aussi, je ne sais pas. Je dis peut-être des bêtises. Mais enfin bref, pour le report long, en tout cas, j'en suis sûr. Il y avait du coup l'impératif que ce soit validé par le Conseil européen, c'est-à-dire l'Assemblée des chefs d'État de l'Union européenne, à l'unanimité, c'est-à-dire 27 personnes qui disent oui. Il en suffisait d'un qui dit non, pas de report, et le report est refusé. Donc bon, devoir légiférer avec une unanimité, voilà. Mais après, il y a aussi la question de la souveraineté des États, etc., etc. Ça pose des questions compliquées, compliquées, compliquées. La Chine pense-t-elle printemps? Je ne sais pas, C'est le Cladius. printemps d'ailleurs aujourd'hui. C'est le printemps aujourd'hui, le 20 Oui. mars, c'est pas le 21 mars? Non, c'est le 20 là C'est le 20? aujourd'hui. Ouais, mais le printemps, c'est pas le 21? Il me semblait aussi, mais hier j'ai regardé, et apparemment c'est aujourd'hui. Donc, ou alors c'est peut-être aujourd'hui à 23h59, mais j'en sais rien. Je ne sais pas. Juncker a dit qu'il devait participer aux européennes s'il reporte au-delà du 23 mai. Du coup, il y aura des députés britanniques élus au Parlement européen s'il y a report. C'est la fucking journée de la francophonie. S'il y a report, il y a cette question effectivement des députés européens. Des députés européens, sachant qu'organiser une élection, en plus, ça ne se fait pas du jour au lendemain et que les élections européennes, comme ça ne vous a pas échappé, c'est dans 2 mois. Et donc du coup, je vous avoue qu'il y a un report jusqu'au 30 juin. Je ne sais pas. Non. Attendez. Oui, si, je sais. C'est parce qu'en fait, pourquoi la date du 30 juin est importante, c'est parce que le 30 juin, c'est la date de fin de mandat des députés européens. C'est-à-dire que l'élection a lieu du 23 au 26 mai. En France, c'est le 26 mai. Mais les députés européens nouvellement élus ne prendront leurs fonctions que le janvier, février, mars, avril, mai, juin, le 1er juillet du coup. La fin de leur mandat, c'est le 30 juin. D'où cette date du 30 juin qui est importante, parce que si le report est jusqu'au 30 juin, alors il n'y a pas besoin de députés européens. En principe, j'imagine peut-être que les juristes de l'Union européenne reviendront là-dessus, mais a priori, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et si le report a lieu, on a un report qui est au-delà du 30 juin, alors les Britanniques doivent avoir si, en fait, ils doivent avoir des députés européens au Parlement européen, avec la question derrière de s'ils ont des députés, qu'est-ce qu'il arrive le jour où la sortie de la grande vraie sortie, le Brexit se fait? Qu'est-ce qu'il arrive de ces députés? Est-ce qu'on les enlève? Est-ce qu'on répartit leurs sièges aux autres pays ou à proportion des formations politiques ou quid? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne des présidences de commission à ces députés européens venus du Royaume-Uni ou pas? Est-ce qu'on leur donne des postes, etc. Donc des vraies questions comme ça, et qui du coup seront pas simples à trancher si un report a lieu au-delà du 30 jours. Je viens d'apprendre que le jour des équinoxes pour les variants, en général, c'est le 20, mais en 2003 et 2007, c'était le 21. Oui, parce que les équinoxes, c'est quand tu tournes autour de... Je fais ça parce que je m'attasse. Je dis pas de bêtises, parce qu'on va se reprendre des volets de bois vert là. Les équinoxes, je crois, si je dis pas de conneries, c'est les moments où c'est les péri... Non, je crois que c'est un lien avec les périhélies et Non, périhélie et je sais plus comment ça s'appelle l'autre. C'est quand tu es très loin ou très proche du soleil, non? C'est un truc comme ça. Les équinoxes, je vous laisse vérifier, parce que je suis pas... Oula. Yes, je suis Dieu, vas-y remets. Je voulais tester un truc et ça... Aujourd'hui, c'est l'équinoxe de printemps, mes amis. Pensez printemps, pensez printemps. Donc là, tu as insinué que... je sais pas. qu'Asselineau était une sorte de dieu en quelque sorte. Même si c'est pas lui qui l'a dit à l'origine, mais... Oui, non, il se foutait de la gueule de Macron. Donc, tu t'insinues que Macron est un dieu, du coup. Nous sommes réunis aujourd'hui, je n'insinue rien. Je n'insinue absolument rien. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui. Lumière, lumière, je suis ta lumière. Si vous ne connaissez pas, allez voir le sketch, pas maintenant, restez sur Acropolis, mais après la séance, allez voir le sketch Les radios libres des inconnus, qui est très drôle. Ça me fait penser à ça. Voilà. Il va probablement être lavé de tout soupçon. Vous parlez de qui? De Benalla? De Monsieur Ou pas Propre. encore? De Monsieur Propre? Ouais. Pas mal, j'aime bien. Et Jésus se tourna vers l'homme assoiffé et lui dit: Lumière, lumière, je suis ta lumière. L'OTS est de retour. C'est quoi l'OTS, Gérard de Suresnes? Il est innocent, on sait bien. Mais vous parlez de qui, en fait? De Benalla. Je sais pas. Non, ça parle de Sauron, François à l'église.
Non, ils n'avaient pas l'air de parler de Benalla, de quoi vous parlez, le chat. Ah, au fait, des news benalesques ou pas, effectivement, non, alors ça parlait bien de Benalla. Oui, des news benalesques. Mais bon, très franchement, j'ai envie de vous dire, je trouve qu'il y en a un peu marre de parler de Benalla, personnellement. Euh, Parce qu'il faut être honnête, c'est une dérive individuelle. Et moi, personnellement, à titre, je trouve que je pense qu'en fait, sur Acropolis, sur l'émission d'AQAG, on va arrêter de parler de Benalla. C'était une dérive individuelle, c'est un mec qui a fait n'importe quoi. Et non, je déconne complètement. Évidemment qu'on va parler de Benalla tous les jours, parce que c'est quand même super drôle. Benalla, il y a eu un article. Alors, par contre, donc, il y a eu un article dans Mediapart qui parlait de Benalla. Où l'article disait en gros, si vous pouvez aller lire, je vous invite à aller le lire, il y a un petit truc interactif dedans où ça compare deux signatures, une signature qui serait un faux de Benalla et une signature qui serait la vraie signature du mec dont il a falsifié les signatures. Et il y a un avant-après avec un slider que vous pouvez faire glisser et qui est très drôle parce que les deux signatures ont vraiment rien à voir du tout. Donc il a même pas essayé quoi. Mais donc un article qui dit en gros qu'il a falsifié 2 signatures, que sur son CV il a dit qu'il était pro pour gérer les situations risquées et garder son calme, alors que quand il a été très brièvement chauffeur de Montebourg au ministère de l'Industrie, il s'est fait virer parce qu'il avait embouti une bagnole et qu'il voulait faire un délit de fuite. Et voilà, mais bon, l'article est franchement moins croustillant que bien d'autres. Et je vais être honnête avec vous, ce qui en dit quand même très long sur où est-ce qu'on en est dans cette histoire Benalla. Quand j'ai lu l'article, enfin je prends un journal, mais en fait c'était sur mon téléphone. Après avoir terminé l'article, j'étais là genre, ouais, bon, rien de plus, enfin classique quoi. Je veux dire, c'est du Benalla, enfin rien d'étonnant par rapport à d'habitude. Moi j'étais vraiment genre, ah ouais, bon, pas ouf cet épisode. Vraiment vivement la fin de saison, qu'on ait un peu plus de, alors que franchement, enfin c'est juste que l'accumulation fait que ça enlève un truc quoi. Mais en réalité, c'est extrêmement grave vu le personnage et où il était. Mais D'ailleurs, il en est sorti quoi de la. Enfin, rien à voir, hein, mais il en est sorti quoi de la commission d'hier avec Castaner et Le Maire? il en est sorti. Bon, c'est des commissions. Enfin, donc comme on vous dit, c'est des auditions. C'est en commission des lois, donc pas en commission d'enquête. Attention, c'est pas la même chose. Et ce qu'il en est sorti, c'est que il s'est fait tirer dessus. Ah, j'avais vu une formule qui était pas mal. Mais en gros, Castaner, tout le monde, toute l'opposition demande cette démission, ce qui est pas étonnant. Est-ce que ça se justifierait ou pas? Ça s'argumente. Ça s'argumente. Euh, Mais bon, dans d'autres contextes, ce serait pas étonnant que le ministre de l'Intérieur reste aussi. Maintenant, dans ce contexte-là, c'est clair qu'il va rester parce que, enfin, je serais très surpris qu'il reste pas parce qu'il s'entend bien avec le Premier ministre, il s'entend bien avec le président de la République. Ils veulent le lien. Quoi? Ils veulent le lien de l'article. Le lien de quel article Celui dont tu as parlé avec Benalla. Tapez Mediapart Benalla, je suis sûr que vous allez trouver. Débrouillez-vous un peu là, googlez. Ouais, merde, je veux dire, bon, googlez. on se sort les doigts. Et donc ouais, il s'en est pris plein la gueule. Non, et alors la formule que j'avais vue qui était assez intéressante, c'est un républicain, enfin un membre de Les Républicains, qui a dit, je vais reconstituer la formule, qui a dit un truc genre normalement le patron c'est pas le préfet de police, c'est le ministère de l'Intérieur. Si ça merde, il faut que ce soit, enfin c'est au patron de prendre ses responsabilités, pas au SOFIF de sauter. Un truc comme ça. Je sais pas comment il l'a dit, mais voilà. La sénatrice Esther Benbassa s'est fait appeler Madame Bensassa par Castaner. Waouh. Mais donc oui, ils s'en ont pris plein. Enfin, Castaner se prend et aujourd'hui encore, je pense qu'il va, il va avoir droit à quelques coups de sur un. Peut-être pas, non, peut-être pas sur un. Voilà. Et Bruno Le Maire, je sais pas, j'ai pas trop vu d'écho, mais voilà. Oui, Mediapart c'est payant effectivement pour consulter les articles. Comme on a dit hier, ils ne savent pas par qui le remplacer. Oui, c'est ça, de toute façon, même s'ils le viraient, personne n'a envie de se retrouver dans le merdier dans lequel Castaner est maintenant. Castaner gère pas mal du point de vue de la majorité, bien évidemment. Le Castaner gère bien la pression, quoi, a priori. Avec Laurent Nunez, son secrétaire d'État, ils s'entendent bien avec les forces de l'ordre. Il y a les principaux syndicats de police disent qu'ils ne veulent pas que Castaner dégage. Castaner, d'ailleurs, soutient les forces de l'ordre, donc du coup, forcément, il est soutenu par les forces de l'ordre en retour, etc. etc.
Édouard Philippe, vous pensez qu'il va réussir à tenir tout le quinquennat? C'est une bonne question, Gabriel. Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire personnellement, mais je pose la question au chat. Il gère bien la pression en soirée notamment. Merci Sylvain. C'est une bonne question, Gabriel. Maintenant, le seul Premier ministre qui a tenu tout le quinquennat, c'est François Fillon sous Sarkozy. Tous les autres premiers ministres ont fini par jarter, tous les autres premiers ministres ont fini par jarter au bout d'un ou 2 ans de mandat, qui est en général le moment où on change de trajectoire. Let's go to the générique. Let's go to the générique, c'est exactement ce que j'allais te dire, mon bon Raphaël. Est-ce qu'on en parle du mépris d'un syndicat policier envers le défenseur des droits, Salvagrave? Écoute, le défenseur des droits, comme il n'a aucun pouvoir concret, tout le monde s'en fout. C'est la tristesse du truc, mais tout le monde s'en fout. Il a le pouvoir de demander des réponses, quoi. Est-ce que vous pensez que Manu tiendra tout le quinquennat? À titre personnel, je serais extrêmement surpris que ce soit pas le cas. Hein, mais bon. Édouard Philippe va avoir des envies de candidature perso à un moment ou pour les municipales quelque part. Alors il se murmure au sein de la majorité que le seul qui serait capable de prendre Paris, ce serait Édouard Philippe, parce que les autres candidats, les Griveaux, les Majoubi, les Granson, les Cédric Villani, qui d'autres, tellement j'en oublie, aucun n'aurait la stature pour réussir à prendre Paris, et que seul Édouard Philippe le pourrait. Maintenant, est-ce qu'ils vont envoyer Édouard Philippe je sais pas. Il faut se rappeler qu'Édouard Philippe, il n'est pas... La séance est ouverte. C'est un jupéiste à la base et il n'est pas encarté chez La République En Marche. Donc... L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Donc voilà. La parole est à Madame Sophie Oconi. En tant que jupéiste, il Merci, n'y a plus personne Monsieur pour être à la tête le des Président. jupéistes, Juppé est parti au Cette Conseil constitutionnel. question s'adresse à Madame la ministre de la Justice. On écoute. C'est avec révolte et merci aux 3 bénévoles, Perceval, Delphine et que Tristan, je m'adresse à vous et j'en appelle à votre humanité, Madame la ministre, à votre sens de la justice pour mettre fin au son. Soit bien plus puni que le voleur de vie. Vendredi dernier, le tribunal correctionnel du Mans rendait un jugement inacceptable. Il condamnait un grand-père récidiviste ayant commis un viol sur sa petite fille de 8 ans à seulement 8 mois de prison avec sursis, requalifiant son acte inhumain, ce crime, en agression sexuelle. Lors du procès, le procureur déclarait ne pas avoir le moindre doute quant à la culpabilité du prévenu. Alors, puisqu'il est nécessaire de le rappeler inlassablement et que rien ne change, rien n'évolue, non, le viol n'est pas un délit, Madame la Ministre, le viol est un crime. Il est reconnu par les conventions internationales et européennes. Et par l'OMS comme un problème de société et de santé. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale pour la santé. Cette scandaleuse affaire de correctionnalisation nous laisse sans voix et nous prouve à nouveau que la loi Schiappa ne change rien à la situation judiciaire actuelle, extrêmement défaillante en matière de sanctions des violences sexuelles sur mineurs. En quoi une décision de justice peut-elle faire l'objet d'une question au gouvernement? C'est une excellente question, Bénave. Théoriquement 20 ans de réclusion pour viol devant une cour d'assises, Madame la Ministre, 8 mois seulement et avec sursis. Cette affaire nous rappelle l'urgence d'instituer un seuil d'âge avec une infraction spécifique qui dira que on fait une pause juste après la question pour répondre à ce que c'est que la correctionnalisation. Un adulte sur un enfant est un viol et doit par conséquent être jugé comme tel. Madame la Ministre, je vous sais parmi les sages, je vous sais fine juriste. Merci. Alors, comment Madame la députée, la parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Hop, petite pause. La correctionnalisation, c'est quoi? En droit pénal français, il y a 3 types d'infractions. Il y a les crimes, qui sont les infractions les plus graves. Attendez, j'ai évidemment un doute. Crime, délit et contravention.
J'avais infraction en tête, donc voilà. Donc crime, délit, contravention. Les crimes, c'est les plus graves, les délits, c'est au milieu, et les contraventions, c'est les moins graves. Les crimes, ça passe devant un jury en cour d'assises. La correctionnalisation, c'est le fait de choisir une qualification pénale, c'est-à-dire en l'occurrence non pas un viol, mais une agression sexuelle, si on en croit la question de la députée, de choisir une qualification pénale qui du coup ne relève pas du crime, qui relève du délit, et qui du coup passe non plus devant, devant un jury d'assises, mais passe devant un tribunal correctionnel. C'est pour ça qu'on appelle ça la correctionnalisation. Et du coup, pourquoi faire ça ? Parce que en termes de procédure, ça peut avoir des avantages. J'aime pas dire ça comme ça, mais par exemple, dans des dossiers où, alors bon, à nouveau, je suis pas avocat, donc je veux pas vous dire de bêtises, mais dans des dossiers où, par exemple, vous n'êtes pas sûr de réussir à avoir tout le jury de votre côté, alors que vous êtes sûr de votre coup, une correctionnalisation peut permettre d'éviter d'avoir à risquer qu'un jury, ne condamne pas. Par exemple, ça peut permettre ce genre de choses. Voilà, on continue. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Madame la députée Oconi, vous m'interrogez donc sur ce jugement rendu par le tribunal correctionnel du Mans concernant des faits d'agression sexuelle dénoncés par une jeune fille à l'encontre de son grand-père, commis il y a une dizaine d'années alors qu'elle était âgée de 8 ans. Comme vous le savez, j'ai pour principe de ne pas commenter une affaire judiciaire en cours. Or, l'affaire que vous évoquez précisément est toujours en cours puisque le parquet a décidé d'interjeter appel sur le jugement rendu en l'espèce par le tribunal correctionnel. Permettez-moi toutefois de faire quelques observations générales sur cette affaire. En dépit de l'ancienneté des faits qui remontent à une dizaine d'années et des dénégations du prévenu, il faut souligner que le tribunal l'a effectivement reconnu coupable du chef d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant. Le tribunal n'a donc à aucun moment mis en doute l'absence de consentement de la victime au regard de son jeune âge au moment des faits. Compte tenu notamment de l'âge actuel du prévenu, qui a plus de 70 ans, le tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. Cette peine, il faut le préciser, est inférieure à celle qui était requise par le parquet. C'est pourquoi le parquet a donc décidé de faire appel. Madame la députée, soyez assurée que la politique pénale qui est menée en matière de lutte contre les infractions sexuelles commises sur mineurs constitue une priorité pour mon ministère. Je l'ai rappelé dans une circulaire de politique pénale récente à l'attention des procureurs généraux et des procureurs de la République. Par ailleurs, cette volonté s'inscrit dans le prolongement du vote par le Parlement de la loi du 3 août 2018 qui a fait évoluer la définition des infractions de viol et d'agression sexuelle. Pas d'accord, mais poliment. Une mission d'évaluation va être confiée à Madame Alexandra Louis, qui fera un bilan avant l'été de cette situation. Et je vous rappelle enfin que la mise en place des tribunaux criminels départementaux permettront également d'évoluer. Merci, Petit peu, s'il te plaît, ma chère Régie. Mes chers collègues. Alors, 3 choses. Interjeter appel, ça veut dire faire appel. Faire appel, c'est quoi ? C'est, je rappelle qu'en droit français, en général, il y a quelques cas où c'est pas le cas, mais en général, il y a une première instance. Ensuite, on fait appel si jamais on n'est pas d'accord avec le résultat du premier jugement. Ensuite, la Cour rend un arrêt. Et après, si jamais on estime qu'il y a un point de droit qui a mal été évalué par la Cour d'appel, on peut ensuite passer en Cour de cassation. C'est pour le droit privé, et pour le droit administratif, c'est devant le Conseil d'État. Et ensuite, ça peut revenir devant la Cour d'appel. Donc, c'est une manière de faire rejuger, faire réévaluer son affaire. Il y a un sujet de rétroactivité de la loi pénale là, dans cette question. Le cas général, c'est que la loi pénale plus douce est rétroactive et la loi pénale plus forte n'est pas rétroactive. Parce que, simplement pour des questions de sécurité juridique, c'est-à-dire que si aujourd'hui je fais un truc et que ce n'est pas un délit, mais que dans 5 ans, ça devient un délit,
c'est problématique, un délit ou un crime contravention, etc. Ce serait problématique qu'on puisse venir me dire « Ah ben attends, ce que tu as fait, aujourd'hui c'est un crime, ça n'était pas à l'époque, mais aujourd'hui c'est un crime. » Parce que moi, au moment où je l'ai fait, j'avais le droit de le faire. Donc c'est pour ça que la loi pénale plus forte n'est pas plus dure, plus dure, n'est en général pas rétroactive. Il y a des matières où c'est pas le cas, mais en général c'est ça. Et quoi d'autre? Oui, dans le chat, je ne sais plus qui disait 10 ans pour obtenir un jugement. Alors, j'en sais rien. Peut-être qu'effectivement, l'affaire a duré 10 ans parce qu'elle était compliquée, parce que je ne sais pas. Peut-être aussi que là, il y a un sujet sur le moment où le viol l'affaire plutôt, a été instruite. En général, dans ces cas-là, la façon dont se passent les délais, c'est si vous êtes violé à 10 ans, le délai de prescription commence à courir à partir de votre majorité, de vos 18 ans. Et donc, vous portez plainte à 24 ans. Ça met 1 an ou 2 ans pour instruire l'affaire, par exemple. J'en sais rien. Et donc, à 26 ans, il y a un truc. Et donc, du coup, ça fait 16 ans que le viol a eu lieu. C'est pas forcément la faute de la justice. J'en sais rien. Peut-être que c'est le cas. Hein, mais c'est pas forcément la faute de la justice. Voilà, on reprend. Permettez-moi de dire aux absents qu'ils ont tort et de dire aux présents que c'est mieux d'arriver à l'heure pour éviter les allées et venues pendant les questions et les réponses. La parole est à monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Monsieur pas le les peines Premier prévues ministre. par la loi pour des criminels jugés coupables. Depuis 4 mois, les juges ont votre politique... Merci. Ce que tu demandes, c'est ce qu'on appelle des peines planchées. Les peines planchées, il y a des partis politiques qui sont pour, d'autres qui sont contre. Parfois, c'est ou des peines automatiques. Parfois, c'est jugé inconstitutionnel. En général, c'est bien pour ça qu'il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est un des 3 pouvoirs. C'est le pouvoir de décider de comment, enfin pas de comment s'appliquent les lois, mais dans la marge que laisse la loi, de décider à quel point on condamne. Et c'est à l'appréciation souveraine du juge. Les juges servent à ça. On continue. Depuis 4 mois, votre politique injuste et inefficace a plongé le pays dans le chaos. Depuis 4 mois, vous avez été totalement incapable, avec votre ministre de l'Intérieur, de restaurer l'ordre républicain sur tout le territoire national. L'ordre républicain. Depuis 4 mois, votre ministre de l'Intérieur a multiplié les ordres, les contre-ordres, les stratégies, les contre-stratégies, donnant l'impression finalement que Beauvau était devenu un bateau ivre sans capitaine. Pire, depuis samedi, les hauts fonctionnaires, les préfets, les policiers de haut rang ont été pris pour cible pour exonérer le pouvoir politique de ses fautes, de ses incompétences, de ses inconséquences. Merci pour ton soutien. Faites comme Coucou Moutard. Pensez à Twitch Prime notamment. Aujourd'hui, nous voulons redire aux préfets, aux policiers, aux gendarmes qui sont en première ligne de front contre la violence, notre soutien, notre considération, notre respect. Monsieur le Premier ministre, et pardon, du coup, je n'ai pas du tout présenté la députée de tout à l'heure. C'était la porte-parole de l'UDI. Pour s'exonérer des fautes qui ont été commises. Ils méritent mieux et ils attendent des actes. Ils attendent des chefs et des actes. Ces actes, nous vous les demandons. Allez-vous, oui ou non, Monsieur le Premier ministre, interdire samedi toute manifestation à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, mais aussi sur tout le territoire national, et notamment à Nice, où a été lancé un appel national par des groupes violents à manifester, alors que le président chinois et le président Macron doivent se rendre à Nice dimanche. Merci, monsieur. C'est chez lui, c'est chez Éric Ciotti. Éric Ciotti, il est questeur de l'Assemblée nationale, en gros trésorier d'une certaine manière de l'Assemblée nationale. Il est notamment membre du conseil départemental des Alpes-Maritimes, premier adjoint au maire de Nice en 2008. Il est membre du conseil général des Alpes-Maritimes de 2008 à 2015, président de ce conseil général de 2008 à 2017. C'est toi qui m'y pose ? Ah merci, pardon. Donc conseil général, c'est aujourd'hui c'est conseil départemental. Et il est membre de la commission des lois. On reprend. 2005, 25 nuits, 25 jours de casse systématique. Villiers-le-Bel, du 25 novembre au 5 décembre. Grenoble en 2010. La loi travail, 22 jours.
22 jours de violence. Mais quelquefois, il suffit d'un seul jour pour la violence. Et je pense au sommet de l'OTAN en 2009. S'il vous plaît, écoutez la réponse. Malgré la mobilisation de près de 11 000 policiers, les casseurs ont frappé. Et monsieur le député, vous le savez bien, entre le 1er et le 8 décembre, avec Laurent Nunez, nous avons fait un choix, celui de revoir en profondeur la doctrine d'emploi en matière d'ordre public. Et depuis, de façon systématique, nous avons multiplié la mobilité, les interventions et les interpellations. Voilà la réalité. Mais ce que nous savons tous, au-delà de la polémique, ce que nous savons tous, c'est qu'il y a une évolution dans les formes de violence. Il y a une forme de dissolution de la citoyenneté, car la seule revendication affirmée de ceux qui viennent casser sont justement de contester l'essence même de la démocratie. Ces ultra-violents, monsieur le député Ciotti, non, le droit de manifester n'est pas un droit constitutionnel, les amis. Le droit de grève, oui. Le droit de manifester, non. Et le Premier ministre l'a rappelé il existe un délit d'entrave à la manifestation, par exemple, si vous menacez des gens qui veulent manifester. Et monsieur le député Ciotti, vous avez évoqué donc il y a une reconnaissance de ce droit, mais ce n'est pas un droit constitutionnel pour autant, il me semble. Samedi, avec une affiche à Nice, avec une affiche honteuse qui montre à la fois un casseur et à la fois un feu d'artifice. C'est totalement scandaleux. Et j'ai échangé hier soir avec Christian Estrosi, le maire de Nice. J'ai échangé hier soir avec le préfet et j'aurai une réunion d'état-major avec le préfet des Alpes-Maritimes ce soir pour faire en sorte que tous les moyens soient mis pour que, à Paris, à Bordeaux, mais aussi à Nice, il ne se passe pas ce que nous avons vécu à Paris. Et monsieur le député, si vous le souhaitez, je vous propose, avec vos collègues députés des Alpes-Maritimes, de vous recevoir demain matin pour vous présenter le dispositif que nous arrêterons avec le préfet. Monsieur le ministre, voilà la parole est à monsieur Sylvain Maillard. Christophe Castaner, clairement le gouvernement est maintenant sur une beaucoup plus ferme. Ma question s'adresse à la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. J'y associe ma collègue Olivia Grégoire. Madame la ministre, nous étions ensemble ce matin dans le 8e arrondissement de Paris, à la rencontre de commerçants de proximité et d'artisans. Hélas, la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées et ses rues adjacentes ont été une fois de plus, une fois de trop, prise pour cible par le mouvement des Gilets jaunes, devenu encore ce samedi complice des ultra-violents avec des scènes de chaos et de guérilla urbaine. Le bilan de l'acte 18 des Gilets jaunes est lourd. 91 commerces dégradés sur les Champs-Élysées. Au total, ce sont 140 commerces et entreprises artisanales qui ont été touchés dans ma circonscription. Selon l'INSEE, depuis le début de ce mouvement, les pertes économiques en France se chiffrent en milliards d'euros. Les grandes enseignes n'ont pas été les seules à être ciblées par ces chiens fous. Il s'appelle Patrick, propriétaire d'un salon de coiffure, Valentine d'une boulangerie ou encore Stéphane, concessionnaire automobile, rue de Pontieux, rue de Montorgueil, boulevard des Italiens, tous à la tête de très petites entreprises comptant moins de 10 salariés. Marqués par ces violences, en colère, des économies de toute une vie qui s'envolent, ils souhaitent que les pouvoirs publics apportent des réponses concrètes. Chômage technique, perte de chiffre d'affaires, pour ce sub, pour ce Twitch Prime, psychologique, et tous les secteurs d'activité ont été touchés. Madame la ministre, nous ne pouvons plus tolérer les dommages de ce mouvement. À Toulouse, à Bordeaux, comme partout ailleurs, nous aimons nos commerces et nous en avons besoin. C'est le poumon économique de la France. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la survie de ces entreprises artisanales. Aussi, ma question est simple. Comment l'État et les pouvoirs publics vont-ils accompagner dès maintenant et dans les semaines à venir nos commerçants et nos artisans ? Merci, monsieur le député. La question de Sylvain Maillard. Sylvain Maillard, il est député de Paris. Il est membre du conseil municipal du 9e arrondissement de Paris, notamment. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Maillard. Oui, j'étais à vos côtés ce matin dans les rues adjacentes des Champs-Élysées, dont on parle pas suffisamment d'ailleurs, qui ont été à nouveau, et j'ai pu à nouveau constater le prix des violences sur le terrain. Des commerces cassés, de la part des assureurs, pas des commerçants. Oui, principalement, Charles Maurice a raison. Mais après, il y a aussi une question de... qui n'osent pas revenir travailler et vendre mes produits. Et des dégâts qui se montent aujourd'hui au terme de 18 semaines à près de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros et des pertes de chiffre d'affaires qui pèsent sur notre PIB. Alors nous n'avons pas attendu cette 18e semaine pour intervenir auprès des commerçants et des artisans. Depuis le 26 novembre dernier,
On Bruno rappelle que le Le Maire PIB, et c'est 2500 moi-même milliards en avons France. mis en place Donc bon. la cellule de continuité économique avec des dispositifs inédits d'intervention auprès des commerçants et des artisans. Avec l'étalement des charges sociales et fiscales qui ont déjà bénéficié à 5000 entreprises, avec les mesures de chômage partiel soutenues par le ministère du Travail pour 38 millions d'euros et qui ont également bénéficié à plus de 5000 entreprises et 75 000 salariés. Des autorisations facilitées pour le travail le dimanche, un travail avec les assureurs pour faire en sorte que les dommages soient traités plus rapidement et les contrats lus avec une certaine bienveillance et un travail avec les banques pour obtenir des facilités de trésorerie. Ces dispositifs ont été renforcés en janvier, en février, de façon à ce que nous allions jusqu'à des exonérations au cas par cas pour les commerces qui sont le plus touchés, car il serait illégitime qu'un seul de ces commerces ferme du fait des exactions de ces manifestations. Alors croyez bien que nous sommes à leur côté et que nous avons également prévu un système de relance du commerce avec 3 millions d'euros pour relancer l'animation. Et si j'ai un message à vous donner, c'est de soutenir ces commerces de proximité en y allant le samedi, le dimanche et toute la semaine. Merci Madame la Ministre, la parole. Est-ce qu'on va faire un live pour le débat de ce soir sur BFM? Non, Salvagrave, si c'est diffusé par BFM, Monsieur Jean-Hugues les droits Grattenon. appartiennent à BFM. Et donc nous n'avons pas les droits. Merci Monsieur le Président. En tant que rayonné fier de l'être, je voudrais au préalable faire part de mon indignation suite aux propos de Madame Brigitte Bardot. Ils du diable qui ont gardé leur gène de sauvage, de cannibalisme, une population dégénérée et je passe. Même si la cause animale est un sujet préoccupant, personne ne peut accepter de tels propos. Et je rappelle que c'est le député rayonné Younous Omarjee qui a mené la rude bataille contre la méthode barbare qu'est la pêche électrique. Monsieur le Président, en votre qualité, je souhaiterais que dans cet hémicycle soient condamnées avec la plus grande fermeté ces injures raciales. J'en viens maintenant à ma question qui s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Applaudissements sur tous les bancs. Je veux ici aborder la question des sans-abri. Le collectif Mort dans la rue a annoncé la semaine dernière que 566 SDF et 13 enfants avaient trouvé la mort en 2018. Au moins. L'Institut de veille sanitaire nous indique qu'il y en aurait en réalité environ 3000. Mais quels que soient les chiffres, ce sont des êtres humains qui meurent abandonnés dans la plus grande souffrance dans les rues de France. Pourtant, en 2017, Emmanuel Macron avait promis qu'il n'y aurait plus une seule personne à la rue avant la fin de l'année. Le constat est tout autre. Cette situation va s'aggraver car votre politique d'austérité affaiblit les politiques de solidarité dans le pays. Assurer la dignité de toutes et tous est un devoir moral qui vous oblige et ne pas y répondre, c'est nier la qualité d'être humain de ces personnes. Monsieur le Premier ministre, il est temps de mettre en place une vraie politique sociale de protection humaine. Comme l'a promis le président Macron, que comptez-vous faire pour éradiquer cette forme de maltraitance humaine? Car il ne suffit pas de se prendre en photo avec les SDF, il faut les sortir du couloir de la mort. Question de Jean-Hugues Grattenon. Jean-Hugues Grattenon, il est député pour la France député. Insoumise, conseiller municipal de Brapanon, membre de la commission des Monsieur affaires le député, sociales. vous aurez compris que l'ensemble de cet hémicycle ne peut avoir qu'un sentiment de mépris à l'égard des propos qui ont été tenus à l'égard de nos compatriotes réunionnais. La Prends ça dans parole ta gueule, est à Brigitte Monsieur Bardot. Julien Denormandie, La représentation nationale ministre du Logement. marche dessus. Jean-Hugues Grattenon, il est agent technique de profession. Il vient du parti Résistance Égalité 974, qui est un parti réunionnais, puisqu'il est élu à La Réunion, élu pour le groupe La France Insoumise. Donc, et on écoute la réponse de Julien Denormandie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Grattenon, je voudrais à mon tour, Monsieur le député, condamner au nom du gouvernement, de la manière la plus solennelle possible, de la manière la plus ferme possible, ces propos indignes qui ont été tenus à l'encontre de nos compatriotes réunionnais. Et je voudrais le dire avec d'autant plus de solennité que le préfet a tout de suite déposé plainte contre ces propos qui ne peuvent être acceptés dans l'enceinte de la République et de ce qui nous unit toutes et tous partout sur le territoire. Alors, Monsieur le député, vous posez une question relative à l'ensemble de ces personnes qui sont dans la détresse, qui vivent dans la rue,
personne n'est par choix dans la rue. Aujourd'hui, la rue. C'est pas ce qu'avait dit Sylvain Maillard, je crois. Aussi l'été. Justement. Alors c'est avec beaucoup d'humilité. Le député qui a posé la question juste avant. C'est encore plusieurs milliers de personnes qui dorment à la rue, mais aussi avec beaucoup de détermination que nous apportons des solutions à toutes celles et ceux qui sont dans la détresse. L'année dernière, et par ailleurs, le président de la République avait promis qu'il n'y aurait plus de SDF dans la rue à la fin 2017, je crois. À peu près 3000 personnes qui étaient dans cette détresse. Cette année, j'étais il y a quelques heures auprès des bénévoles qui ont fait cette nuit de la solidarité. Cette année, c'est à peu près le même nombre, en légère augmentation même, qui a été constaté dans les rues. 3000 personnes l'année dernière. En un an, qu'est-ce que nous avons fait? Sur Paris, nous avons ouvert près de 3000 places. En Île-de-France, nous avons ouvert près de 4200 places. Depuis le 1er novembre, nous avons ouvert 15 000 places pour accompagner toutes celles et ceux qui sont dans la détresse. Sylvain Maillard a dit aussi qu'il n'y avait plus qu'une dizaine de SDF à Paris. Non, c'est pas lui, c'est... Nous continuerons à agir avec beaucoup de détermination. Je viens de Normandie, je crois. À ouvrir des places, y compris les bâtiments publics. Mon ancien ministère, nous l'avons transformé en centre d'hébergement d'urgence. Et en même temps, nous continuerons cette politique du logement d'abord pour tirer les personnes des centres d'hébergement vers de vrais logements. Beaucoup d'humilité, mais une immense détermination. Merci, monsieur le ministre. Julien de Normandie qui avait dit... Jean-Louis Bourlange. Julien de Normandie, il avait dit c'est à peu près une cinquantaine d'hommes isolés en Île-de-France, pour être très précis. Et s'adresse à monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame May ayant fait savoir qu'elle demanderait aux 27 une extension jusqu'au 30 juin de la période transitoire, il appartiendra au Conseil européen de demain de se prononcer sur cette demande. Je me permets donc, monsieur le ministre, de vous poser 3 questions. 1. Si l'on accepte le principe d'une extension destinée à permettre l'organisation dans les meilleurs délais d'un référendum ou d'élections générales anticipées, ce qui ne paraît pas être dans les intentions du gouvernement britannique, la France imagine-t-elle qu'une extension de cette sorte serait de nature à permettre de conclure un accord que 2 années de négociations patientes et continues n'ont pas permis de réaliser? 2. Au cas où cette extension serait décidée, le gouvernement partage-t-il l'avis selon lequel le Royaume-Uni, demeurant un membre à part entière de l'Union pendant la période concernée, pourrait se dispenser de participer aux élections européennes du mois de mai? Dès lors que la Cour de justice de l'Union européenne estime qu'un État candidat à la sortie a le pouvoir de décider jusqu'à l'expiration de la période transitoire de demeurer un membre à part entière de l'Union européenne, comment le Royaume-Uni pourrait-il le faire sans avoir participé à l'élection des membres d'une des principales institutions de l'Union? Troisièmement, l'Allemagne et la France, dont le discours a été quelque peu dissonant ces derniers jours, sont-ils d'accord pour s'opposer ensemble à une extension de la période transitoire qui serait tout à la fois moralement injustifiée, politiquement inutile et juridiquement périlleuse? Pas anodin comme question de Jean-Louis Bourlange. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian. Une position extrêmement peu nuancée, disons-le. Jean-Louis Bourlange, il est ancien député européen du Nord-Ouest. Donc il a été eurodéputé pendant a procédé à 3 votes contre 18 ans, je crois. Il a aussi été rapporteur général du budget de l'Union européenne en 2000 et vice-président de la Commission des affaires européennes à l'Assemblée de la période nationale. de négociation prévue à l'article 50, donc jusqu'au 30 juin 2019. C'est la demande de Mme May. Dans ce contexte, notre position est d'envoyer aux Britanniques un message simple et clair. Comme l'a dit Theresa May elle-même à plusieurs reprises, il n'y a que 2 options pour sortir de l'Union européenne: ratifier l'accord de retrait ou sortir sans accord. En cas de vote favorable de l'accord de retrait, nous serons bien entendu ouverts à une extension technique de quelques semaines afin que les institutions britanniques finalisent la ratification du texte. En revanche, en l'absence de vote approuvant l'accord de retrait, le scénario central est la sortie sans accord. Nous y sommes prêts. Et donc, dans l'examen de cette demande d'extension et des dates, nous veillerons particulièrement aux intérêts de l'Union, ce qui nécessite 3 choses. Premièrement, que la prolongation ait pour objectif de finaliser la ratification de l'accord de retrait négocié. Deuxièmement, que le Royaume-Uni soit très clair sur le fait que l'accord de retrait entériné en novembre dernier ne sera pas renégocié
et que son intégrité sera préservée. Et troisièmement, que le Royaume-Uni ne participe pas aux prochaines élections européennes. Une situation dans laquelle Mme May ne serait pas en mesure de présenter au Conseil européen des garanties suffisantes sur la crédibilité de sa stratégie conduirait alors à écarter la demande d'extension et à préférer une sortie sans accord. Merci, Monsieur le ministre. De Jean-Yves Le Drian. La parole est à Monsieur Alain David. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. John Bercow. Monsieur le ministre, il y a un an, dans cet hémicycle, je vous demandais de sauver Ford Blanquefort. Qu'est-ce que... Oula. La régie fait de la merde. De la haine, pas de moi. 850 emplois vont être supprimés. Au total... Bon, ouais, ça suffit là. La régie... Aquitain. Non, je sais pas. Sans compter l'usine Getrag, située également à Blanquefort et détenue à 50% par Ford, dont l'activité et les salariés seraient à leur tour menacés. Cette décision de fermeture de l'usine Ford Blanquefort est choquante et inacceptable. L'usine Ford a perçu plus de 25 millions d'euros d'aide publique en 2013. Le bénéfice net de Ford a fait un bond de 65% en 2017 pour s'établir à 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars, Monsieur le ministre. Malgré des mois de lutte sociale, c'est Ford qui triomphe. Vous allez nous répondre... Oui, l'Irlande du Sud reste évidemment dans l'Union européenne. 20 millions d'euros. C'est un pays différent mais du Royaume-Uni. Monsieur le ministre, ce n'est pas suffisant. L'urgence n'est pas seulement que Ford assume le prix de sa décision, mais également que les emplois perdurent. Ce plan social n'a aucune justification économique et les salariés l'ont bien compris. Ils vont faire ce que vous n'avez pas eu le courage de faire, contester ce plan devant le juge administratif. Il est temps que l'État prenne ses responsabilités sur ce dossier et intervienne directement pour sauvegarder les emplois. Il faut arrêter de parler de revitalisation, mais de réindustrialisation, notamment en permettant aux collectivités locales de disposer de la maîtrise gracieuse du foncier afin de mener à bien la reconversion du site. Monsieur le ministre, allez-vous continuer à regarder passer le rouleau compresseur du capitalisme financier et des licenciements boursiers? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Faites quelque chose pour empêcher la fermeture de l'usine Ford Blanquefort. C'est ce que demande Alain David. Alain David, il est secrétaire de la Commission des Affaires étrangères. Ça vaut pour vous comme pour les autres. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député David. C'est 2 minutes pour tout le monde. Effectivement, nous ne gagnons pas toutes les batailles. Alain Et David, depuis un an que nous avons travaillé sur ce dossier auprès de Ford. Nous en gagnons 3 sur 4. Et nous y sommes. Depuis 12 mois que nous avons travaillé sur ce dossier, nous avons réussi à obtenir une situation qui devait être au service des salariés, au maximum du respect de leur intérêt et dans le sens de la protection des intérêts industriels du site. Alors, c'est 200 millions d'euros que met Ford sur ce site, dans le plan social et dans un plan de réindustrialisation, parce qu'il a effectivement, et vous l'avez dit, refusé l'offre de Punch, et cette offre que nous avons portée depuis 12 mois. Avec ces 200 millions d'euros, nous sécurisons à la fois l'avenir de ces salariés dans un contexte qui n'est pas très agréable, nous le reconnaissons, mais qui est probablement protecteur pour eux. Et nous travaillons à la réindustrialisation du site. C'est pour ça que nous avons mis en place un comité de réindustrialisation qui commence à regarder l'ensemble des dossiers avec l'appui de la religion, avec l'appui des élus locaux, comme vous le savez. Qu'une réunion se tiendra demain pour examiner des projets en matière d'hydrogène, en matière d'aéronautique, car l'industrie, elle a aussi vocation à se transformer, à se réinventer. Et si je prends un pas de côté, je voudrais juste rappeler que dans ce pays, en France, l'industrie crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Les sites se créent en nombre plus important qu'il n'en disparaît. Et c'est ça aussi qu'il faut mener à Blanquefort, où le taux de chômage est plutôt
moins élevé que dans le reste de la France et c'est une très bonne nouvelle. Et nous sommes complètement engagés dans ce processus de réindustrialisation. Je préfère perdre des batailles, mais gagner la guerre. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Corinne Vignon. Comme intervention, quand même. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse perdre au des Premier batailles, ministre, Monsieur Édouard gagner la Philippe. guerre. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement, plus particulièrement le haut-commissaire Monsieur Jean-Paul Delevoye, a engagé depuis des mois la discussion avec les partenaires sociaux qui est au sujet de la haut-commissaire à la future réforme réforme des retraites. La promesse présidentielle est claire. Remplacer les 42 régimes existants par un système universel où 1 euro cotisé donne les mêmes droits. Les partenaires sociaux ont unanimement salué la méthode de concertation qui doit permettre d'élaborer un modèle plus lisible et plus équitable. Un véritable projet de société très attendu par nos concitoyens que nous élaborons ensemble. Les partenaires sociaux, c'est pas ceux qui sont Nous le barrés savons de tous, la discussion. l'espérance de vie augmente et le défi du vieillissement est encore devant nous. En tant qu'ambassadrice des retraites, j'ai effectué un tour d'Occitanie sur les marchés de ma région. 8 étapes durant lesquelles je suis allée à la rencontre des citoyens et bien souvent des seniors qui fréquentent ces lieux de vie. Vous le savez, la grande préoccupation du troisième âge et leur priorité est de connaître leur avenir. La proportion des personnes âgées de plus de 75 ans passe en 2 générations de 6 à 15% de la population. Cela pose la question de la prise en charge du troisième âge en perte d'autonomie et du double défi auquel doit faire face le gouvernement. Défi quantitatif, celui d'affronter la réalité démographique et la hausse des personnes âgées dépendantes. Le défi qualitatif, celui de faire évoluer le modèle actuel pour aller vers une amélioration de la prise en charge. Nous devons aujourd'hui, dès aujourd'hui, répondre au risque social de la perte d'autonomie. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous éclairer sur les implications de ces 2 chantiers préparés en parallèle par le gouvernement? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur courageuse le de Corinne Vignon. Corinne Vignon, elle est membre de la Commission des affaires sociales, membre du groupe d'études sur la fin de vie, mesdames et messieurs, rapporteur pour les avis députés, sur les Madame la régimes députée spéciaux de Vignon. retraite en octobre 2017. Les retraites, et notamment le régime de Elle a retraite, travaillé à la les Mutuelle régimes de Générale retraite par notamment. répartition Et constituent, elle pratique au l'astrologie, fond, la voyance et non pas la prévoyance une parmi des les bénévoles dans les incarnations de fiches. notre contrat social. Un des éléments fondamentaux du pacte social que nous avons conclu et qui fait vivre notre pays. Les Français y sont légitimement attachés, vous y êtes attachés, moi aussi, je suis certain que l'ensemble des parlementaires sur ces bancs y est évidemment extrêmement attaché. Le président de la République, pendant la campagne électorale, s'est engagé sur une réforme constituant à étudier les voies et moyens d'une transformation de notre système de retraite et que nous puissions trouver les voies et moyens des collectivités territoriales vieillies. Et elle vieillit vite. C'est le player de l'Assemblée nationale qui fait des conneries et vous avez le droit à Édouard Philippe en Les Français y accéléré. sont légitimement attachés, vous y êtes attachés, moi aussi, je suis certain que l'ensemble des parlementaires sur ces bancs y est évidemment extrêmement attaché. Le président de la République, pendant la campagne électorale, s'est engagé sur une réforme constituant à étudier les voies et moyens d'une transformation de notre système de retraite de façon à, d'abord, conserver un système de retraite par répartition, mais de Retraite par permettre une répartition, forme faut que j'explique ou pas? d'unification Dites-moi. de l'ensemble des régimes de retraite. Vous savez qu'il existe aujourd'hui 42 régimes de retraite et que bien souvent, nos concitoyens, quand ils passent d'un régime Merci pour à ce resub, Bounès. voient leurs Grand dab à droits tous pour ces 2 mois. un peu Merci modifiés pour tes 2 mois. et voient la conjugaison de ces droits tout au long de la vie un peu amoindrie. Notre objectif, l'objectif du président de la République, le mandat donné au haut-commissaire sous la responsabilité de Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, c'est de penser un nouveau système fondé sur la répartition, unifié, permettant une plus grande pause, mobilité après le- professionnelle, qui correspond S'il d'ailleurs te plaît. Merci. à la réalité de la vie économique actuelle, faisant en sorte que 1 euro cotisé puisse produire, quelles que soient les situations
le même résultat s'agissant de la pension de retraite. Bref, une grande transformation. Nous avons pris et nous prenons le temps de cette transformation. C'est la raison pour laquelle, dès le début de l'année 2018, le haut-commissaire a été chargé d'une très grande mission de concertation, de discussion avec les organisations syndicales, avec les organisations patronales, avec l'ensemble des corps constitués qui sont intéressés par cette réforme. Les corps constitués, c'est Madame la députée, les machins qui existent dans la Constitution. Cette discussion, les organismes prévus, les institutions prévues par la Constitution, sérieuse, menée par le haut-commissaire avec l'ensemble des forces syndicales, avec l'ensemble des parties prenantes, a été saluée par la qualité, par le sérieux et par la profondeur qui a été mise en œuvre. Dans le cadre de cette réforme, il n'est pas question, le haut-commissaire l'a dit, dans le cadre de cette réforme, il n'est pas question de modifier l'âge de départ à la retraite. C'est la première partie de votre question à laquelle je veux apporter une réponse. Donc, pas de Mais modif. il y a, Madame la députée, il y a eu des rumeurs dans votre comme quoi, question, une deuxième question. Macron reviendrait là-dessus alors que c'est une promesse de campagne de ne pas modifier l'âge de départ à la retraite. Population. Et vous avez raison, la population française vieillit. Et elle vieillit vite. Et c'est une des transformations démographiques de notre pays qui est probablement la plus profonde. Vous avez cité les... Oui, donc on est effectivement léger différé parce que déjà on met en pause pour quelques explications et parce qu'on a quelques bugs techniques. 30 ans, en 2050, ils seront plus de 5 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que notre système, mais pas simplement notre système de retraite, mesdames et messieurs les députés, notre système social... Effectivement, c'est un peu la cacophonie en ce moment. Buzyn a dit on change pas, Griveaux pareil. Nous vivons, et vous le savez car c'est déjà vrai, nous vivons dans une société où ceux qui partent à la retraite Édouard Philippe dit doivent ça restera prendre en charge à 62 ans. les soins liés à la dépendance de leurs parents. Jamais dans l'histoire ça n'est arrivé. Les gens vieillissent plus vite qu'avant. Traditionnellement, les actifs prenaient en charge les soins ou prenaient en charge les demandes liées à leurs parents qui étaient à la retraite. Aujourd'hui, ce sont des retraités qui parfois doivent prendre à leur charge les soins liés à leurs propres parents qui sont en situation parfois de dépendance. Il faut donc que nous réorganisions totalement, que nous adaptions totalement notre société à ce fait nouveau. Et pour s'adapter à ce fait nouveau, mesdames et messieurs les députés, nous allons avoir besoin de capacités de financement considérables pour investir dans des EHPAD, pour revaloriser les métiers qui sont au cœur de la prise en charge de la dépendance, pour faire en sorte que le reste à charge que doivent assumer les familles pour la prise en charge de ceux qui sont en situation de dépendance puisse diminuer, car il est élevé. Et c'est une des priorités, c'est une des angoisses les plus fondamentales exprimées par nos concitoyens, y compris à l'occasion du grand débat. Nous allons donc devoir organiser la transformation de notre société pour prendre à sa charge ce fait nouveau. Ce que je dis, Madame la députée, n'est pas neuf. Ça fait très longtemps qu'on en parle. On a parlé d'un 5e risque, on a parlé de la prise en charge Il se trouve que malheureusement, en dépit des efforts parfois consentis par les collectivités territoriales, souvent consentis par l'État, nous n'y sommes pas encore. Et dans ce contexte de vieillissement et d'un besoin de financement considérable, se poser la question de savoir s'il faut travailler plus longtemps pour que le fruit de ce travail plus long finance ces besoins considérables d'investissement et de prise en charge de la diminution du reste à charge est une question parfaitement valide. Madame la députée, ce qui m'inquiéterait serait qu'on ne se la pose pas. Et elle a d'ailleurs été posée par le président de la République dans le cadre du grand débat. C'est explicitement une des questions qui a été posée. C'est une vraie belle question politique. Eh bien, je vous propose, mesdames et messieurs les députés, que nous y répondions, que nous y travaillions et que nous puissions trouver les voies et moyens de garantir notre système de retraite et de financer dans la durée, sérieusement et au-delà des mots et des incantations, les besoins considérables de transformation de notre société pour faire face au vieillissement. Vous avez entendu les députés derrière qui se font « Ah, alors on va pas toucher à l'âge de la retraite, mais enfin quand même, on va en discuter. » Il vient pas de dire qu'il ne retarderait pas l'âge de départ à la retraite, c'est ce que je viens de dire, Gattard. C'est « Ah, on va pas y toucher, mais enfin on va quand même y réfléchir. » Ah. Donc je voulais une pause pour évoquer deux sujets. Le premier, c'est le sujet du 5e risque. Le 5e risque, c'est quoi? C'est, vous savez qu'il y a 4 branches de la sécurité sociale, la branche maladie, la branche accident du travail et maladie professionnelle, la branche vieillesse et veuvage et la branche famille. Et le 5e risque, c'est un projet de réforme pour avoir une 5e branche qui se porterait sur la dépendance des personnes âgées et qui du coup ont besoin qui dépendent d'autres personnes pour survivre.
Voilà. Autre point sur lequel je voulais revenir, il a évoqué le terme retraite par répartition. La retraite par répartition, c'est quoi? Ça s'oppose à la retraite par capitalisation. Et la question, c'est comment on finance les retraites. Il y a deux manières de réfléchir. La première, que je vais vous expliquer, c'est la retraite par capitalisation. Ça consiste à dire, chaque mois, je mets un peu de côté, et à la fin de ma vie, je prends sur ce que j'ai mis un peu de côté pendant toute ma vie pour me payer ma retraite. Ça, c'est la retraite par capitalisation. Je capitalise pour plus tard. Et après, il y a la retraite par répartition, qui consiste à dire, chaque mois, je mets un peu de côté, et ça va aller payer la retraite d'Adrien, parce qu'Adrien est quand même extrêmement vieux. Du coup, ça va payer les retraites actuelles. Et donc là, c'est la répartition. Pourquoi? Parce qu'on prend à moi maintenant pour répartir aux jeunes aujourd'hui, aux actifs aujourd'hui, pour répartir aux vieux plus tard. Tu veux pas? Allez, dégage. Et donc ça, c'est la retraite par répartition. Les uns et les autres ont des avantages et des inconvénients. L'avantage de la retraite l'un des inconvénients de la retraite par répartition, par exemple, c'est le fait que ça exige qu'il y ait suffisamment d'actifs pour payer toutes les retraites. Ou alors, sinon, il faut augmenter la quantité le montant des cotisations pour que ça puisse payer les retraites des vieux à côté. Et si jamais vous avez une pyramide des âges où vous avez beaucoup de très vieux et très peu d'actifs, vous avez un problème. C'est par exemple la Chine aurait par exemple un problème à cet égard si elle avait une retraite par répartition. Je ne sais pas quel type de retraite ils ont, je ne sais même pas s'ils en ont. À côté de ça, la retraite par capitalisation a l'avantage que c'est chacun qui met de côté pour sa propre retraite. L'inconvénient, c'est que il y a de l'argent qui dort pendant toutes ces années où on met un peu d'argent de côté et on le sort au moment de la retraite. Et donc cet argent qui dort, il perd de la valeur à cause de l'inflation, à cause de l'inflation. Et du coup, cet argent, c'est mieux de l'investir, d'essayer de le faire travailler. Mais du coup, ça part par exemple dans des fonds de pension. C'est le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont un système de retraite par capitalisation. Et encore, en plus de ça, il est privé. Et du coup, cet argent, quand il est investi dans des fonds de pension, ça veut dire qu'il subit un risque aussi. Parce que si jamais il y a un crash boursier, du coup, il y a tout votre argent qui disparaît. Donc voilà, les deux systèmes ont des avantages et des inconvénients. En France, on a la retraite par répartition. C'est pas parti pour changer. Mais voilà, je voulais expliquer le terme qu'il a évoqué. On reprend. On pense à nos vieux du chat. Adrien. La parole est à monsieur Jean-Pierre Door. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre des Solidarités et de la Santé et concerne aussi le problème des retraites. Madame la ministre, les Français, en particulier les futurs retraités, ne comprennent plus rien à votre réforme de la retraite. Jean-Paul Delevoye, nommé haut commissaire de la retraite sous votre tutelle, répète depuis des mois qu'il ne veut pas toucher à l'âge de départ de la retraite. C'est d'ailleurs une promesse de campagne du président de la République et j'ai eu l'impression d'entendre que le Premier ministre partageait cela. Or vous, madame la ministre, qui êtes en charge des retraites, vous vous êtes prononcée pour un allongement de l'âge de départ à la retraite pour accompagner l'allongement de l'espérance de vie. Les Français sont complètement perdus par ces déclarations qui sont contradictoires et votre gouvernement, comme vient de le confirmer, on va le dire. Le Premier ministre semble naviguer à vue sur cette question pourtant principale. Par ailleurs, votre gouvernement n'a de cesse de rogner le pouvoir d'achat des retraités entre la hausse brutale de la CSG et la désindexation des pensions de retraite. Alors après des mois d'atermoiement, des mois de cacophonie et très peu de réponses concrètes, les Français ont le droit de savoir. Mais de savoir ce que vous préparez. Mais préparez réellement et sincèrement. Nous demandons au gouvernement aujourd'hui de sortir de l'ambiguïté et que vous arrêtiez de botter en touche. Quelle réforme de la retraite êtes-vous en train de préparer? À quel âge les Français pourront faire valoir leur droit à la retraite? Pourrez-vous garantir aux Français leur niveau de pension pour leur pouvoir d'achat? Madame la ministre, monsieur le Premier ministre également, merci de répondre à la représentation nationale, car les Français veulent savoir. Ce sont des questions centrales. Je vous remercie. Merci. Question de Jean-Pierre Door. Jean-Pierre Door, il est vice-président de la Commission des Affaires sociales. Ministre des Solidarités et de la Santé. Donc Corinne Vignon, la précédente oratrice, était membre elle-même. Il est également membre du groupe d'études sur la fin de vie, comme Corinne Vignon. Et il est membre du Haut Conseil du financement de la protection sociale. Très clair. Le Premier ministre vient de l'exposer. Je vais vous la réexposer dans d'autres mots, dans mes mots. La transformation de notre système de retraite exige de la confiance, de la lisibilité, de la justice et de l'équité.
Jean-Paul Delevoye a indiqué que sur cette question de l'âge minimum de départ, il s'en tenait aux orientations rendues publiques le 10 octobre dernier, et nous sommes sur la même ligne puisque c'est notre ligne commune. La priorité du gouvernement et tout le sens de cette réforme est de créer un système universel des retraites plus lisible, plus équitable et plus juste. Plus équitable. L'objectif, c'est que 1 euro cotisé donne les mêmes droits à chacun, et c'est la condition pour que notre système, aujourd'hui trop complexe, s'adapte à l'évolution et à la diversité des carrières pour continuer à Comme je protéger l'ai dit hier, nos 1 euro concitoyens cotisé égale les mêmes droits pour tout le monde. C'est pas anodin comme position politique. Parfaitement juste. Nous devons également permettre à plus vous tous gagnez ceux de l'argent, et celles qui plus le vous cotisez, souhaitent de pouvoir continuer plus à vos retraites travailler seront élevées après derrière. l'âge minimal de départ à la retraite et d'être avantagés financièrement à le faire. Les pistes d'incitation sur lesquelles travaille le haut-commissaire visent à accompagner un phénomène de société, l'allongement de la durée de vie, qui, vous le savez, est un défi pour notre société comme pour nos voisins européens et que nous devons relever collectivement. Par ailleurs, les conclusions de la concertation sur le grand âge et la prise en charge de la perte d'autonomie vont être rendues publiques d'ici la fin du mois de mars. Il y aura à l'évidence, à cette occasion, un débat qui s'ouvrira sur le financement de ce nouvel enjeu de société. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. C'est fou, on en est qu'à La la 9e parole question. est à Monsieur Jean-Félix C'est extrêmement long Acquavive. aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Mais c'est peut-être pour ça. Je veux a pas. décidé d'annuler ou de Peut-être pour ça. reporter son déplacement en Corse Tu es dans un le cadre du connard. grand débat. Toute la Corse se souvient de sa première visite marquée par une forme de condescendance, en complet décalage avec la situation politique apaisée et les demandes démocratiques claires émises par les insulaires. Depuis lors, des visites ministérielles sont venues apporter quelques réponses ponctuelles utiles, mais servant toujours d'alibi au refus de discuter sérieusement au fond de propositions structurelles réalisées par les élus insulaires. Discuter de l'autonomie pour la Corse ne résoudrait pas les problèmes des insulaires, dixit et les ministres qui passent. Or, pour ne parler que de ces deux exemples très concrets, pour agir sur les prix de carburant plus élevés de 10 centimes d'euros de litre que sur le continent, pénalisant familles et entreprises, pour élargir le droit de préemption et lutter contre la spéculation foncière galopante, empêchant les résidents de se loger décemment, cela commande un statut clair reconnu à la Corse dans la Constitution, lui permettant de résoudre de manière autonome et décentralisée ces problèmes vécus quotidiennement par tous ceux qui vivent dans l'île. Oui, l'autonomie est la meilleure façon d'appliquer le principe d'égalité pour les territoires. C'est aussi la meilleure façon d'exercer le principe de subsidiarité pour être utile au service des populations. Nous regrettons que jusqu'à ce jour, l'État se comporte en concurrent des élus régionaux et territoriaux par une déconcentration offensive et quelque peu paternaliste au détriment d'une vraie décentralisation libérant énergie et confiance. Le débat sur l'agence de cohésion des territoires a été malheureusement sur ce point très révélateur. L'ANCT. N'oublions pas que la crise actuelle est aussi une crise d'excès de centralisme face aux demandes des territoires. Nous savons que nos collègues qui sont enracinés, que toutes les associations d'élus sont pour une clarification du droit à la différenciation, qu'ils ne deviennent pas une nouvelle usine à gaz inapplicable, victime d'une centralisation excessive et étouffante. Aussi, Monsieur le Premier ministre, et à l'aune de la fin du grand débat, notre question est très simple. Êtes-vous, oui ou non, pour un nouveau choc de décentralisation politique tel que réclamé fortement aujourd'hui par tous les acteurs? Je vous remercie. C'est une question de Jean-Félix Acquaviva. Jean-Félix Acquaviva, il est conseiller municipal de Lozzi en Corse, qui appartient au parti PA Corsica, qui est un parti corse. Je ne sais pas si je le prononce bien. Monsieur le Président. Il est membre du groupe Liberté et Territoire. Il est militant autonomiste corse, cousin de Gilles Simeoni, notamment président du conseil exécutif de Corse, institutionnelles sont secrétaire national de FEMUA Corsica, Le gouvernement en a pleinement convenu en proposant d'inscrire le statut de la collectivité de Corse dans la Constitution. Par ailleurs, je veux vous rappeler que et vous le savez très bien, que la collectivité de Corse est déjà la collectivité la plus décentralisée de notre pays et dispose de nombreuses compétences. Au-delà de ces questions, j'attache une grande importance à ce que nous puissions avancer ensemble, monsieur le député, avec l'ensemble des collectivités de Corse, sur des sujets concrets qui concernent la vie quotidienne de nos concitoyens et qui font partie de leurs premières préoccupations. C'est pour moi l'essentiel et j'entends répondre à leurs besoins avec le même souci, la même attention, où qu'ils vivent sur le territoire de la République. J'étais ainsi en Corse à la fin de la semaine dernière et j'ai pu manifester le soutien de l'État aux projets essentiels pour le développement de l'île. De l'île, j'imagine? Je ne sais pas. Que fait la régie? Mais que fait la régie? Nous accompagnons la réhabilitation décentralisation, est-ce qu'il faut que du j'explique ou pas? qui a d'ailleurs été lauréat de Réinventons Cœur de Ville. Nous amplifions la couverture numérique mobile et fibre optique du territoire avec la collectivité.
Ou encore, vous le savez, l'association INSEM sera reconnue d'utilité publique d'ici quelques semaines et, grâce à la ministre de la Santé, le deuxième accompagnant sera pris en charge puisque cette association s'occupe des familles qui ont des membres hospitalisés sur le continent. Enfin, je voudrais vous dire que pour ce qui concerne le déplacement du président de la République, il aura lieu dans le cadre du grand débat. Il ne m'appartient bien évidemment pas d'en annoncer la date, mais je peux vous rassurer qu'il aura lieu très prochainement. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Xavier Panuskiewicz. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, à 9 jours de la sortie du Royaume-Uni, c'est pour ça qu'on a du retard. Réunissant les chefs d'État et de gouvernement, le Parlement britannique se montre encore une fois et de manière toujours plus critique, immobilisé par le funeste projet de Brexit. Encore une fois, les Britanniques démontrent au monde entier que cette chimère, ce rêve du repli sur soi, de l'isolationnisme, ne sont que naïves utopies. La position pour le moins absconse du Royaume-Uni, ces hésitations permanentes nous obligent présentement et de manière ferme à maintenir le calendrier établi. À la veille des élections européennes, au regard du fait qu'il n'y ait rien de neuf sous le soleil britannique, et considérant à titre personnel qu'il n'y a rien de pire que de ne pas décider, il n'y a aucune raison pour que les pays européens subissent l'incapacité britannique à décider. Il faut maintenir le cap, maintenir la date, maintenir le calendrier. Il y a moins d'une heure, mes chers collègues, Theresa May demandait un report de la date butoir au 30 juin 2019. Impensable. Devons-nous nous asseoir sur nos traités ? La seule décision affirmée que les Britanniques soient en mesure de prendre pour l'heure n'était en réalité que celle de reporter. Nous sommes donc, de fait, confrontés au chaos. Quand des deux côtés de l'hémicycle, aux nationalistes, aux europhobes, à ceux qui feignent d'hurler au loup, de s'égosiller ou font semblant de pousser des hauts cris, à ceux qui n'ont à cœur que de tenir en permanence des discours défecteurs du projet d'unification de notre continent, disons-leur que leurs discours liberticides, souvent alimentés d'un fox, ne sont que mensonges éhontés et excitation des ferveurs extrémistes. Dès lors, ma question est la suivante. Comment la France va-t-elle porter un contrepoids progressiste face à ces périls qui émergent à travers notre continent ? Et surtout, Monsieur le Ministre, pour faire un exemple, mais c'est con parce que ça nuit aussi la position tenue par la France lors de ce Conseil européen qui s'ouvrira alors que Theresa May vient de demander le report du Brexit au 30 juin prochain. Le Je vous remercie. Donc Xavier Panuskiewicz, il est député La République En Marche, chargé de communication en banque et dans le civil, et notamment membre de la Commission des Affaires européennes, et surtout rapporteur spécial aux Affaires européennes de la Commission des Finances. Compléter la réponse que je viens de faire à Monsieur Bourlange en retraçant pour l'information de l'Assemblée nationale la séquence que nous vivons. Vous rappelez qu'il y a eu un premier vote le 15 janvier dernier sur le projet d'accord de retrait qui a été repoussé par la Chambre des communes. La Chambre des communes, c'est l'Assemblée nationale anglaise. Vote, le 12 mars, il y a très peu de temps, où la Chambre des communes a repoussé une deuxième tentative de Mme May en dépit d'assurances complémentaires apportées par l'Union européenne. Et le lendemain, la même Chambre a refusé une sortie de l'Union sans accord et le surlendemain, la même Chambre a approuvé le principe d'un report de la date de sortie effective au-delà du 29 mars. Et c'est dans ces conditions que Mme May a tenté un troisième vote sur le même sujet. Et ce troisième vote n'a pas été possible parce que le président de la Chambre des communes a jugé irrégulière cette nouvelle demande en raison d'une jurisprudence qui remonte à 1604. Et donc, c'est dans ces conditions, c'est pour ça que je pense qu'il faut que tout soit bien expliqué, c'est devant ce refus que Mme May vient d'introduire, vous l'avez cité, une demande de report de 3 mois où elle demande au Conseil européen d'endosser Kléber pour ton deuxième mois de RISOB. Négocier avec le président Merci Juncker. à toi pour le soutien. Et elle annonce alors que si le Conseil européen validait le complément et les documents de réassurance, alors elle irait de nouveau pour le troisième vote avec des éléments supplémentaires avant le 29 mars. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est comme ça que se déroule la séquence. Et donc, et il faut la comprendre ainsi. Et donc, j'ai indiqué la position du gouvernement français, je ne vais pas la reprendre, elle est claire. Ce qui est clair aussi, c'est que
l'enjeu sur l'accord de retrait, c'est déplacer de la politique européenne vers la politique intérieure britannique. Et sur la politique intérieure britannique, ce n'est pas à l'Union européenne de jouer l'arbitre. Merci, Monsieur le ministre. Il n'a pas tort, Jean-Yves Le Drian. La parole est à Madame Manuela Clébar. Le Drian qui ne peut pas dire ils font nimp et on peut rien y faire, mais qui s'en approche dangereusement. Effectivement, Charles Maurice, tu as bien résumé. Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, nous avons engagé depuis ce lundi dans cette Assemblée une discussion importante sur la réforme du système de santé qui vise à sa modernisation. Qui est effectivement examiné en ce moment à l'Assemblée nationale. Nous constatons que la question de la situation sanitaire des Outre-mer n'est pas suffisamment prise en compte. Votre projet pourtant veut régler les... Ils font le choix de la religion. Permettre Hop, on vous épargne et la question et la réponse. De la santé. Nous avons c'est très bien, c'est très bien. Une discussion importante sur la réforme du système de santé qui vise à sa modernisation. Si nous partageons a priori cette initiative générale, nous constatons que la question de la situation sanitaire des Outre-mer n'est pas suffisamment prise en compte. Votre projet pourtant veut régler les problèmes des déserts médicaux, développer des projets territoriaux de santé. Or, s'il existe des déserts médicaux, c'est bien dans les Outre-mer. La réalité des déserts médicaux en Martinique, et particulièrement dans ma circonscription, est très inquiétante. Dans certains cas de décès qui nécessitent l'intervention de médecins légistes, par exemple, il faut attendre plusieurs jours de sa venue parce qu'il n'y en a pas en Martinique. C'est un cas. Quant aux projets santé structurellement déficitaires, ils ne peuvent y répondre. Les bâtis, par exemple, ne répondent pas aux normes de sécurité minimale souhaitées. Enfin, la formation des médecins aux Antilles et en Guyane ne dépasse pas le premier cycle et ne permet pas de répondre aux besoins et aux enjeux. Alors, Madame la Ministre, nous souhaitons pourtant que vous répondiez aux enjeux sanitaires d'outre-mer, en développant plus de plateaux techniques de qualité, en permettant l'installation des jeunes médecins formés des outre-mer et par là même en fixant nos populations ultramarines sur leur territoire d'origine, enfin en favorisant leur implantation dans nos déserts médicaux. Et surtout, pour faire face aux besoins urgents de médecins, et d'améliorer l'offre de soins. Porte incident les jeux distinctifs. C'est une bonne question qu'elle a ne va pas vraiment te répondre. La réponse aussi de est un pouvoir peu... recourir à la coopération sanitaire interrégionale et internationale dans nos zones géographiques respectives. En Martinique, par exemple, nous souhaitons renouveler des échanges avec des médecins cubains spécialisés dans certaines pathologies. Nous avons d'ailleurs déposé des amendements en ce sens dans le projet de loi. Bref, Madame la Ministre, Oui, Madame la Ministre, vous disiez, qu'est-ce que... Des amendements. Bref, Madame la Ministre, Bon, écoutez, le player bug, visiblement. Alors, pour vous répondre pour les signes distinctifs, je pense que la réponse est tant qu'il est discret, ça va. S'il est trop gros, ça ferait jaser. Merci, Monsieur le Président, Mesdames la et réponse Messieurs les est, députés, comme Madame pour toutes les questions religieuses, la réponse est compliquée. Vous avez raison, les Outre-mer font face à oui, des j'ai bien vu défis qu'elle de portait une santé, croix. à des difficultés d'accès aux soins tout à fait particuliers. Les engagements du livre bleu ont été tenus. Il s'agissait par exemple de créer un fonds spécifique pour financer des actions de santé publique et de prévention en Outre-mer. Nous créons également un centre national de ressources en appui aux agences régionales de santé ultramarines. Bon, et alors pendant que ça bug, je vais vous présenter l'oratrice qui a posé la question. C'était Manuela Clécarmont-Désir, qui est suppléante de Bruno Nestor Azero, qu'elle a remplacé. Elle vient de Martinique, elle est députée pour la gauche démocrate et républicaine. C'est une enseignante du Parti progressiste martiniquais. Concernant le projet de loi, toute la philosophie du projet de loi est tournée vers l'accès aux soins en avril 2010. sur tous les territoires et pour tous les Français. Mais néanmoins, j'entends vos questions précises sur les Outre-mer. Ainsi, je cherche à vous rassurer sur le fait qu'il existe des mesures. Je pense en premier lieu à la création d'une agence régionale de santé pour Mayotte. Je pense également à l'article 1 et l'article 2 de la réforme qui renforcent la prise en compte de la dimension territoriale dans l'ensemble des études médicales, qui va enfin permettre de débuter un parcours de formation dans une université de proximité, même si elle n'a pas de faculté de médecine. Cela va beaucoup aider les facultés d'outre-mer.
Nous allons prendre en compte également, dans la détermination des affectations pour les internes de 3e cycle, le projet des étudiants de s'installer en Outre-mer. Enfin, quelques mots sur le dispositif que vous proposez de collaboration avec les médecins étrangers, inspiré de celui en vigueur en Guyane. Vous le savez, il existe, à titre dérogatoire, très exceptionnel. Nous souhaitons évaluer ce dispositif afin d'en assurer une sécurisation qui constitue un préalable à l'extension à d'autres territoires ultramarins au regard de la qualité des soins qui est évidemment un primum novum. Je vous remercie. La parole est à si monsieur tu es habillé comme un Thomas sac, c'est pas terrible Bédigoz. pour l'image. Ouais, ça, c'est à chacun de voir comment il a son Merci, image. Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le milieu ministre entre de être habillé l'Intérieur. comme un Monsieur le sac ministre. et être en costard Vendredi cravate. 15 quand mars, même. un Australien de 28 ans, militant Enfin, moi, je suis d'extrême habillé comme ça droite, avec se un revendiquant comme Ça suprémaciste, va, j'ai vu pire. a ouvert le feu dans Enfin, deux mosquées de Christchurch par en rapport aux Nouvelle-Zélande, critères de arrachant costard cruellement cravate, quoi. à la vie 50 fidèles musulmans âgés de 3 à 77 ans. Pour faire suite à l'hommage rendu hier par le président de notre Assemblée, Richard Ferrand, je tenais à mon tour, au nom de mes collègues parlementaires, à exprimer notre vive émotion face à cet attentat monstrueux et inhumain. Nous témoignons notre profonde solidarité aux proches des victimes, au gouvernement et au peuple néo-zélandais, ainsi qu'à la communauté musulmane partout dans le monde. Un col roulé, ça respecte un les attentat institutions. Bonne question, terroriste Kiki. C'est vrai visant que là, les il n'a pas de musulmans cravate, n'avait alors que pendant été longtemps, enfin aussi jusqu'à meurtrier très en récemment Occident. d'ailleurs, il fallait avoir une Suite à cravate à l'attaque, l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez réagi avec force et célérité en appelant les préfets à la plus grande Vous trouvez qu'il est mal vigilance habillé là? et en renforçant la surveillance des lieux de culte sur tout le territoire national. Nous devons lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes, de quelque obédience qu'il soit. Il y a un mois, face à la recrudescence d'actes antisémites, le président de la République, devant le Conseil représentatif des institutions Un col Mao, c'est hautement politique, c'est vrai. Marianne Télé. d'actes antisémites, le président de la République, devant le Conseil représentatif des institutions Personnellement, juives je de juge complètement France, la tenue des parlementaires. a Pareil, annoncé sa Alido. volonté de Pareil, dissoudre pardon, certains zéro. groupuscules extrémistes. Et cette volonté a d'ailleurs été confirmée ce Ils sont matin surtout lors du pas habillés Conseil comme les des dizaines de ministres. millions de personnes qui sont censées C'est dans représenter. cet esprit C'est que j'avais point également valide. saisi en octobre dernier avec 73 autres collègues le Premier ministre pour obtenir la dissolution d'un groupuscule d'extrême droite bien connu. Cette problématique fait aussi l'objet de la plus grande attention de notre commission d'enquête parlementaire sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite dont les travaux sont en cours. Monsieur le ministre, dans ce contexte lourd de menaces et d'angoisse, pouvez-vous rassurer les musulmans de France en indiquant les mesures que vous avez prises pour leur permettre de pouvoir exercer leur culte en paix et en sécurité? Je vous remercie. Oui, on est désolé pour les problèmes techniques. Donc, question de Thomas Rudigoz. Thomas Rudigoz, il est membre de la Commission des lois, vice-président de la Commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite en France notamment. Thomas Rudigoz. Évidemment, le gouvernement s'associe à l'émotion. Journaliste de formation. Évoqué. Et nous avons, vous l'avez dit, réagi immédiatement. Et j'ai demandé une protection de l'ensemble des lieux de culte. Parce qu'effectivement, le risque était à la fois celui du mimétisme, mais aussi celui de développer dans quelques esprits malades de vouloir se venger. Je voudrais vous préciser, monsieur le député, qu'évidemment, chaque attaque, chaque violence, quelles que soient les personnes visées, quel que soit le choix religieux qu'ils aient pu faire, doit être fermement combattu. Depuis 2 ans, nous avons empêché 3 attentats nés du côté de l'ultra-droite. 3 attentats ont été évités et dans les 3 cas, la tentative tournait bien souvent vers les lieux de culte et les mosquées en particulier. Tous les lieux de culte doivent être protégés. Et je le dis fermement, en 2019, personne ne doit avoir peur ou doit avoir la peur au ventre à cause du choix religieux qu'il a fait. Vous l'avez évoqué, monsieur le député, ce matin en Conseil des ministres, nous avons pris la décision, et je l'ai proposé, de dissoudre 4 associations qui faisaient du prosélytisme pro-djihad. C'est le Centre Zahra France, la Fédération chiite de France, le Parti antisioniste et France Marianne Télé. Mais vous l'avez évoqué aussi, monsieur le Président de la République m'a demandé, nous sommes dans la procédure du contradictoire, de faire en sorte que puisse être instruite la possibilité de dissolution de 4 associations issues de l'ultra-droite, Bastion Social, Blood and Honor, Hexagone et Combat 18.
La procédure, monsieur le député, est engagée et je sais que vous nous aviez saisi et votre attention particulière sur ce sujet. Mais il nous faut aussi aider en particulier les lieux de culte et les mosquées et c'est la raison pour laquelle nous avons accompagné 95 projets en investissement, mobilisant plus de 1,5 million d'euros pour que, là encore, la sécurité de ceux qui font le choix de la religion musulmane puisse être garantie en France comme pour l'ensemble des autres religions. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. De Christophe La Castaner. parole est à madame Béatrice Descamps. Merci, Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe Jennifer de Temerman et Agnès Firmin-Lebaudot, s'adresse à madame Schiappa. L'ultra-droite qui est responsable de 0 attentat et 0 mort en car Europe. je souhaite rappeler les T'as raté un truc, Coolest discriminations Monkey. pour raison de santé, C'est de l'ironie, celles je dont sont Ah. victimes les personnes diabétiques, particulièrement de type 1. Parce que, ouais. Aujourd'hui en France, si vous souffrez j'espère. d'un diabète, n'aspirez surtout pas travailler pour l'armée, Si ça n'en la est pas, police, on la t'invite à taper SNCF, Anders. même en tant que contrôleur ou secrétaire. Alors que le monde du travail et surtout Anders B. la prise en charge de dire la son nom. maladie ont considérablement évolué. Bien sûr, il est important de veiller à leur sécurité et à la sécurité de leur environnement, mais il est de notre devoir aujourd'hui de pointer une législation obsolète et surtout changer les idées reçues. D'autres pays comme la Grande-Bretagne nous ont d'ailleurs largement devancés sur ce sujet. On peut grandir et vivre en bonne santé avec un diabète, être scolarisé, étudier, faire du sport. Plusieurs de nos grands sportifs nationaux sont diabétiques de type 1. Ils peuvent ramener des médailles à la France, mais ils ne peuvent pas rentrer dans la police. Perceval, tu nous fais un topo sur les différents types de La diabète. législation très stricte concernant le permis de conduire va, semble-t-il, s'assouplir un peu. La circulaire est-elle d'ailleurs à ce jour en vigueur? Madame la ministre, aujourd'hui, pouvez-vous indiquer aux personnes diabétiques ce que votre ministère compte entreprendre pour remédier à ce type de discrimination et communiquer pour une meilleure appréhension de cette maladie trop souvent méconnue et dont la perception est trop souvent erronée? Merci, Donc voilà, madame question la députée. La parole est à madame Agnès sur Buzyn, l'inclusion ministre des des Solidarités et diabétiques de la Santé. par Béatrice Descamps. Béatrice Descamps est la Merci, secrétaire Monsieur le générale adjointe de Président, l'UDI Madame et surtout la députée coprésidente du groupe d'études sur le Béatrice handicap et Descamps, l'inclusion. Vous avez raison de parler de cette maladie. C'est effectivement une lutte de tous les jours pour les patients. Et je voudrais saluer l'engagement de ces patients qui vivent Que ce sujet contre sera certaines discriminations, également abordé par l'engagement des la loi soignants, santé des qui proches, est des associations. actuellement examinée. Vous à m'interpellez sur l'Assemblée. les mesures. Alors d'abord, notre première... Vous ne voyez pas la régie, mais il y a la régie qui est en train de taper dans tous les sens, qui s'énerve. C'est assez drôle. Moi, je l'ai là-bas sur la droite et je le vois en train d'hurler. Ah déclaration forfaitaire pour la prise en charge du diabète de type 1 comme de type 2, permettant notamment la prise en charge forfaitaire également de l'insuffisance rénale chronique qui peut en découler. Le forfait a pour objectif de transformer le suivi annuel des patients et de le faciliter. La troisième priorité, et c'est le sens de votre question, c'est de garantir un accompagnement vers l'emploi et pour que les patients ne se voient pas opposer une incompatibilité de principe à certaines professions. Vous le savez, le sujet est complexe, mais des avancées ont été réalisées et vont encore avancer. Un travail a été engagé à travers l'ouverture d'une conférence de consensus avec la Direction générale de l'aviation civile sur l'accès à l'emploi des pilotes de ligne. Je l'entends en train de tabasser la table à côté. On ne l'avait pas connu depuis bon nombre. Consensus avec la Direction générale de l'aviation civile sur l'accès à l'emploi des pilotes de ligne. Des mesures d'assouplissement sont en cours dans la police. Il me paraît nécessaire désormais de faire un état des lieux précis de façon à ce que des avancées se fassent dans toutes les professions. Nous avons prévu de lancer une mission conduite par l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale de l'administration qui sera un appui pour définir un dispositif que nous voulons transparent et assurant une égalité de traitement pour tous. La médecine progresse, Madame la députée, la société inclusive doit progresser également. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Marc Delatte. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Madame la Ministre, 3,9%, c'est la baisse effective du taux de chômage, toutes catégories confondues, au nord de ma circonscription, à Cheny-Ternier, tout comme à Soissons, dans l'Aisne. Cette embellie, on ne l'avait pas connue depuis bon nombre d'années. Dans nos territoires principalement ruraux,
impactée par de nombreuses fermetures industrielles, la confiance est de retour pour les entreprises. Depuis 2017 en France, notre industrie relève la tête, crée des emplois. Dans l'Aisne, Elgar. Il est élu dans la 4e circonscription de l'Aisne, qui est en gros Soissons et alentours. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la Ministre, la semaine dernière, le syndicat des gynécologues obstétriciens de France... C'est la régie de l'Assemblée nationale qui est en train de tuer notre régie. Pour la prise en charge du diabète de type 1 comme de type... Depuis 2017 en France, notre industrie relève la tête, crée des emplois et investit pour retrouver sa compétitivité. À l'occasion de la semaine de l'industrie, il est utile de rappeler que la richesse d'une entreprise, c'est l'humain. J'ai souvenir, Madame la Ministre, de votre passage à Soissons, notamment à Roméo, où nous avions rencontré cette femme de 52 ans qui apprenait le métier de chaudronnier et qui a retrouvé sa dignité à travers la formation. Les mesures, que ce soit l'allègement des charges, la simplification administrative pour les entreprises, mais aussi l'amélioration du pouvoir d'achat des salariés avec la prime d'activité, la suppression des cotisations sociales, chômage et maladie sur la fiche de paye, la défiscalisation des heures supplémentaires, la prime exceptionnelle versée par les entreprises d'ici le 31 mars, l'apprentissage à travers notamment les CFA avec les coûts-contrats, la formation professionnelle, le fait de favoriser une bonne coordination entre les lycées de métiers, Pôle emploi, les missions locales et les entreprises, sans oublier les actions positives envers les personnes en situation de handicap. Toutes ces mesures contribuent à lutter contre l'une des plus grandes injustices sociales, le chômage. Depuis 2017, les réformes engagées en concertation avec l'ensemble des acteurs socio-économiques portent leurs fruits. Oui, le terreau est bon et ce jardin nécessite attention et méthode. Alors, quels outils, quelles mesures complémentaires, Madame la Ministre, proposez-vous pour entretenir cette dynamique vertueuse, notamment afin de relever le défi du recrutement pour nos entreprises? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Question pas du tout choupa de Marc Delatte. Marc Delatte, il est membre de la Commission des Affaires sociales. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marc Delatte. Médecin généraliste. Je me réjouis des chiffres que vous donniez sur votre circonscription. Ils correspondent à ce début de décrue du chômage que nous constatons, sur lequel nous agissons. Nous sommes passés de 9,7 à 8,8% de chômage depuis que nous sommes arrivés. Il reste beaucoup à faire, mais la démarche est engagée. Et le sujet de l'emploi industriel est très important. Pourquoi? Nous avons perdu en France un emploi industriel sur 4 en 15 ans. C'était une véritable hémorragie. Et pour la première fois depuis 2000, l'année dernière, nous avons recréé des emplois dans l'industrie. Ce sont 9 500 emplois. C'est un sujet sur lequel, avec Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, nous agissons au quotidien. Et ça nous paraît une priorité. D'autant plus que l'emploi industriel... Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des études là qui sont en train de tomber, comme quoi génère au moins 3 emplois la hausse de la prime d'activité, qui est donc une politique de la demande, qui est au contraire de ce que veut faire le gouvernement. La plupart du temps, les industries sont plutôt dans les politiques de l'offre que favorise le gouvernement, a eu un impact que pouvons-nous faire de plus? Non négligeable sur la consommation. Et pour cela, nous avons 3 leviers. Le premier, sur les métiers en tension. Il y a beaucoup de métiers en tension dans l'industrie. Des conducteurs de ligne, des techniciens de maintenance. Et dans le cadre du plan d'investissement compétences, nous avons des préparations à l'emploi qui permettent directement d'accéder à l'emploi. Nous étions ensemble à un de ces cas et ça marche très efficacement. Le deuxième, c'est la prévision des compétences. Et lorsque du CNI, du Conseil national de l'industrie de mai 2018, les industriels ont pris des engagements, nous aussi, et nous accompagnons déjà 10 secteurs industriels dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois pour qu'ils puissent préparer, construire les diplômes et construire les filières avec nous dont nous avons besoin demain. Et troisièmement, ce sont les CFA d'entreprise. Grâce à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, de nombreuses entreprises sont en train de créer leur CFA ou en ont l'intention. C'est déjà le cas de Schneider, de Safran, d'Arc, du groupe Nicolin. Et le font CFA, c'est le centre de formation des apprentis. L'accès au capital humain, c'est probablement la principale barrière, mais aussi le principal levier que nous avons aujourd'hui pour développer l'industrie. Nous allons réindustrialiser. Pardon, merci Rayamir pour ton Twitch Prime. Merci à toi pour ton soutien. Merci, et pensez à faire comme Rayamir. Je vous rappelle que ça ne vous coûte rien si vous avez un compte Amazon Prime. Madame la Ministre, la semaine dernière, le syndicat des gynécologues obstétriciens de France a appelé ses adhérents à, je cite, « faire scandale et être prêts à arrêter la pratique des IVG, utilisant cette menace comme un moyen de faire pression sur votre ministère pour répondre à un tout autre sujet. » En France,
où l'IVG est un droit garanti par la loi, on ne saurait laisser place à un tel chantage. Vous avez d'ailleurs dénoncé, Madame la Ministre, et je suis en accord total avec vous, une prise en otage des femmes. Je veux rappeler que l'IVG constitue un acquis majeur et a marqué une étape essentielle dans la conquête de la liberté la plus fondamentale pour les femmes, celle de disposer librement de leur corps. Ding, meilleur bruitage de régie. Simone de Beauvoir avait dit J'ai pas le ting. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. 44 ans après la loi Veil, cette mise en garde est plus que jamais d'actualité. La loi Veil tant qui, les attaques évidemment, visant à remettre légalisait en cause l'interruption l'IVG volontaire demeurent en France, de grossesse. en Europe et dans le monde. Il est donc essentiel de ne jamais baisser la garde et de toujours protéger cette liberté de choix donnée aux femmes. Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer quelle suite le gouvernement compte donner à cette affaire et quelles sanctions sont ou pourraient être envisagées pour condamner fermement cette prise de position absolument inacceptable? Je vous remercie. Donc effectivement, vous avez vu qu'il y a quelques jours, un syndicat de gynécologues a menacé de ne plus pratiquer d'IVG s'il n'était pas reçu par le ministère de la Santé. Ce syndicat qui avait déjà fait parler de lui à plusieurs reprises. Un président honoraire de ce syndicat avait déjà dit, ou le président honoraire, je ne sais pas, avait déjà dit qu'il estimait que les IVG, c'était des meurtres. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nathalie Elimas. Et Nathalie Elimas, elle est vice-présidente du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. Totalement scandaleux. Membre de la Commission des affaires sociales notamment. Ce communiqué du syndicat national des gynécologues obstétriciens de France. Il menace d'un refus spécifique d'un acte. C'est déjà rare. Mais pas n'importe quel acte. L'interruption volontaire de grossesse, acte militant, acte signifiant, pas digne d'un syndicat. J'ai dénoncé dès que j'en ai eu connaissance le caractère inadmissible de ces menaces destinées, je les cite, à se faire entendre. Ces menaces, vous l'avez dit, vont à l'encontre du respect inconditionnel du droit à l'IVG garanti dans notre pays et je regarde s'il peut s'agir juridiquement d'un délit d'entrave. Ces nouvelles déclarations sont inacceptables de la part d'un syndicat qui entend représenter les gynécologues obstétriciens. C'est une profession qui doit être au plus près des souffrances des femmes pour les accompagner, notamment dans ce moment très difficile et très douloureux qu'est l'interruption volontaire de grossesse. En aucun cas, une telle prise en otage des femmes ne peut et ne servira de levier de négociation avec mon ministère. En aucun cas, en aucun cas, une telle prise en otage des femmes ne peut non plus servir à la médiatisation d'un dossier. Et en tous les cas, si médiatisation il y a eu, elle ne met pas à l'honneur ce syndicat, ni les professionnels qu'il représente. Je le regrette très sincèrement. Je vous remercie. C'était effectivement la dernière question, Salvagraph. La séance des questions au gouvernement est terminée. La fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. J'espère que ça vous a plu. Il nous reste 9 petites minutes pour papoter ensemble. Puis ensuite, Hugo Travers recevra à 17h, nous vous invitons à être là, à 17h sur cette même chaîne Acropolis, Hugo Travers recevra le sénateur Olivier Paccaud, sénateur Les Républicains, qui répondra à vos questions, somme toute, disons-le. Donc n'hésitez pas à être présent sur le chat. Hugo que j'ai vu passer tout à l'heure et qui va bien et qui sera ravi de vous recevoir et de recevoir Olivier Paccaud. Est-ce qu'ils ont parlé des manifs de samedi? Non, pas aujourd'hui, mais par contre, on en a beaucoup parlé hier, Kléber. Quoique, on en a un peu parlé aujourd'hui en disant que, il y a eu 2-3 questions qui disaient c'est la chienlit, le ministère de l'Intérieur ne fait rien, n'assume pas sa responsabilité, fait sauter toute la préfecture de Paris quand même, ce qui n'est pas anodin, on en a parlé hier, mais faire sauter toute la préfecture de Paris, qui est la plus grosse de France, qui a une partie des compétences de la mairie de Paris, enfin, qui a une partie des compétences qui, dans les autres villes, sont aux mains des maires. Donc c'est la préfecture de police de Paris, parfois on parle de ça comme d'un état dans l'état,
et bien là, elle a été complètement décapitée et remplacée par d'autres personnes à l'occasion suite aux événements du week-end dernier. Mais on en a surtout parlé hier, ça, mon cher Kléber, je crois que c'est Kléber qui posait la question. Voilà. Être un mec qui est contre l'IVG, c'est vraiment la pire des choses, pas du TRUC, il n'y a pas d'avis. Attendez, Crypte, c'est pas son de famille. Non, Carpastec, c'est Travers son de famille. T-R-A-V-E-R-S. Bon. Si les hommes pouvaient tomber enceints, on verrait le changement d'avis. Pas faux. Ciotti nous avait bassiné avec l'interdiction de manif à Nice. C'est vrai qu'il y a aussi effectivement la question d'Éric Ciotti qui demande des interdictions de manif, mais pas qu'à Nice, il est demandé sur tout le territoire. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des questions-réactions suite à la marche pour le climat? C'est une bonne question au World Premier Sissou. Et la réponse est que ça a été mentionné, mais qu'il n'y a pas eu franchement de questions sur ce sujet. Il y a eu une question hier venant des bancs de la gauche, alors je ne saurais plus dire qui, peut-être GDR, je ne sais plus. Une question hier qui l'évoquait. Ça a été évoqué aussi à l'occasion des réponses notamment de Christophe Castaner qui disait que les forces de police, il y en a qui devaient être là pour contenir le bordel sur les Champs-Élysées, mais il y en a d'autres qui étaient aussi dispatchés pour protéger les autres manifestations, les autres rassemblements, notamment la marche pour le climat. Mais cette marche pour le climat, quand bien même elle a ramené nettement plus de monde, j'en ai parlé hier, mais elle a ramené nettement plus de monde que les événements sur les Champs-Élysées, eh bien, ne va visiblement pas changer la donne. Bon, vous parlez IVG dans le chat. Tout ce que je vous invite à faire, c'est à rester poli. Poli pocket. Voilà, par contre, vous avez le droit d'insulter la régie. Je vous laisse une fenêtre de 30 secondes pendant lesquelles toutes les insultes sur la régie sont autorisées et validées. Parce que franchement, là, c'est mérité. Non, je m'indigne. Tu t'indignes? Je m'en fous. Voilà. Bon, il nous reste 5 minutes si vous voulez qu'on parle d'un dernier sujet. Allez-y vite. Et oh là, Calmez-vous. Il va y avoir tant de bans d'un coup. Il va y avoir tant de bans. Il ne faut pas écouter le streamer vous piège. Non, bon, allez, on se calme. C'était pour la blague. Non, les bannis pas. Non, Perceval, les bannis pas, c'était... Par contre, si vous refaites ça, je vous banne. Mais, oui. Mais ça va, calmez-vous. J'ai voté Manu et LREM. C'est une bonne question. La régie a voté Manu et LREM. Je ne sais pas ce que la régie a voté. Non, Papouille à la régie, c'était dur aujourd'hui. Je m'inclus dans la régie. Non, je ne suis pas la régie, moi je suis le stream. Nous sommes... Vous voyez, il y a les 3 chambres, il y a l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental. Eh bien, chez Acropolis, il y a le stream, la régie et la prod. Et les autres. Et ceux qui ne sont pas à l'écran. Donc voilà, il vous reste 4 minutes si vous voulez qu'on parle d'un sujet. Pendant ce temps, je vais en profiter pour remercier The Benevols, à savoir Perceval, Delphine et Tristenza, qui ont aidé à préparer cette séance de questions d'actualité au gouvernement, c'est-à-dire à nous faire les fiches. Un grand merci à eux. Un grand merci à toi, bien sûr, François. Et merci à toi, cher Raphaël. Ça devient vraiment de l'entre-soi. Merci à nous, finalement, de faire ouais, ce qu'on fait. Heureusement qu'on est là. On est vraiment. Heureusement qu'on est là. J'ai envie de dire, que ferait-on sans nous? Bien sûr. Et merci au chat, bien sûr, qui, sans sa présence, au quoi? Au chat. Je vois pas. Au peuple, au bas peuple, au péon, aux clients. Aux clients. Merci les clients. Un plaisir. À la thune, on peut le dire. Merci à l'argent. À la manne financière, à la grosse flouze, à la grosse tunasse. Il est possible qu'on va Non, je vais arrêter cette blague parce que du coup j'ai raté. Mais c'est pas grave, un plaisir. Qu'on ne les considère que comme du pognon, c'est ça? Non, j'allais dire on vous considérera plus si vous donnez de l'argent. Mais après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Ah, c'est clair que y a une corrélation entre le fait de faire un sub et le fait d'être moins banni. Je dis ça, j'en sais rien en réalité. Par contre, il y a un truc bizarre sur le son. Alors, baissez votre son parce que je vais hurler, je veux juste tester si ça sature. Ah oui, ça sature un peu, le non? son? Ouais. Est-ce que tu veux tester? Enfin, en tout cas, je sais pas dans mon...
dans mon truc. Ah, mes chers administrés, chères Françaises, chers Français, concitoyennes, concitoyens, chers amis. Voilà, bon, allez, c'est un stream qui part en live pour la fin. Mais si je te dis, je sature à mort, c'est très bizarre. Enfin, voilà, ouais, je sais pas où c'est que dans mes oreilles. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous m'entendez ? Les vampes. Ça devient n'importe quoi. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas l'Apéropolis le 13 avril à Nantes, effectivement. Le lien de l'event est dans le chat. Merci Perceval. N'oubliez pas, question au sénateur. Les streams, c'est souvent du live, effectivement, Charles Maurice. N'oubliez pas, question au sénateur avec Olivier Paco dans 30 minutes, qui sera reçu par Hugo Travers, Hugo Décrypte, qui posera vos questions sur le chat. Donc soyez présents, ce sera bien. Demain, Adrien pour l'Europe Bordel et Party Time. Quant à moi, je vous propose de se retrouver mardi prochain à 14h30 pour une nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement. Merci à tous, merci à la régie, merci aux bénévoles, merci au chat. On vous embrasse, gros bisous, ciao. Ta 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 ta.